Scarlett et Vendimion étaient fiancés au prince Kyle avant même leur naissance, grâce à un pacte entre leurs familles. Cependant, ce pacte est soudainement rompu au milieu d'un bal somptueux, car Kyle annule les fiançailles, en ayant assez de Scarlett, et il veut désormais être avec sa maîtresse, Terenceza. Alors que Scarlett est horrifiée par cette trahison, les invités de la fête applaudissent Kyle et Terenceza, tandis qu'il déclare qu'il va l'épouser très bientôt. Elle ne peut pas comprendre comment ils peuvent tous soutenir ce crétin qui vient de larguer sa fiancée, mais elle apprendra vite la raison de tout cela. Kyle fait l'éloge de Teren, affirmant qu'elle est une femme gentille et intelligente, tandis que Scarlett n'est qu'une garce sans aucune émotion. Il dit que faire semblant d'être joyeusement fiancé à elle pendant les 17 dernières années a été la plus grande honte de sa vie, et il est vraiment heureux de pouvoir enfin être libéré d'elle. Scarlett n'est pas prête à reculer si facilement, et elle rappelle à Kyle que les fiançailles ont été arrangées par leurs parents, et qu'il ne peut pas les annuler seul. Kyle répond qu'il peut annuler les fiançailles sans demander l'approbation de qui que ce soit, car Scarlett est une petite criminelle qui harcèle Teren par jalousie. Teren commence à jouer les victimes, alors que Kyle se met à raconter comment Scarlett l'a intimidée sur le campus de l'académie. Scarlett dit que c'est du pipeau, car elle rencontre Teren pour la première fois en personne, étant donné qu'elles sont dans des classes différentes. Cependant, Kyle n'avait que 2 neurones au départ, et il les a perdus après être tombé amoureux de Teren. Il pense que Scarlett essaie d'insulter sa nouvelle fiancée en soulignant qu'elle est dans la classe d'élite, tandis que Teren vient de la classe normale. Il dit que Teren lui a raconté toutes les fois où Scarlett l'a intimidée, y compris en l'enfermant dans les toilettes et en la poussant dans les escaliers. Il la traite de cruelle scélérate, et Scarlett décide qu'elle en a assez de cet homme enfant qui l'insulte. Elle dit à Kyle qu'elle ne se soucie même plus des accusations, et qu'elle va accepter l'annulation des fiançailles également. Cependant, elle demande à Kyle une dernière chose avant qu'ils ne mettent fin à leur relation pour de bon. Le prince n'est pas disposé à lui accorder même cela, mais Teren est confiante en sa victoire et elle lui dit d'écouter cette femme pitoyable afin qu'elle n'ait aucun regret. Kyle commence à s'extasier devant sa gentillesse, puis demande à Scarlett ce qu'elle désire. Elle s'approche lentement d'eux et serre le poing, disant à Kyle que son dernier souhait est de frapper cette garce au visage. Kyle est stupéfait par sa déclaration et lui demande si elle a perdu la tête. Mais au lieu de lui répondre, Scarlett lance un coup de poing au visage de Teren avec une forme si gracieuse que même Muhammad Ali l'aurait approuvé. Cependant, derrière ce coup de poing unique se cache une très longue histoire, et pour le meilleur ou pour le pire, nous devons tout endurer pour en voir le dénouement. Depuis que Scarlett était petite, elle aimait vraiment frapper les gens, et ce toutes les 2 semaines. Elle rouait de coups une âme malheureuse jusqu'à la rendre inconsciente avec ses poings. Son frère Leonardo la sermonnait toujours à propos de ses tendances violentes, mais Scarlett lui disait qu'elle faisait cela pour le bien commun. Bien que Leonardo sût que Scarlett avait sauvé un roturier d'un gamin noble cette fois-ci, il ne pouvait pas oublier son apparence, couverte de sang. Il lui dit qu'elle allait bientôt faire partie de la société noble lors d'une cérémonie, et qu'elle devrait arrêter de frapper les gens et se comporter comme une dame. Cela s'avérerait être le plus grand défi pour Scarlett, car elle rencontrait l'insupportable Kyle pour la première fois lors de cette cérémonie. Il lui dit qu'elle serait sa servante à partir de ce jour, et Scarlett utilisa toute sa volonté pour réprimer l'envie de le frapper au visage, car elle savait qu'il était le 2e prince de ce pays, ainsi que son fiancé. Ce n'était que le début de ses souffrances, car Kyle continuait de l'intimider et de lui jouer des tours. Alors que ses mains étaient liées par leur situation familiale, même son père ne pouvait pas l'aider, car ils avaient affaire à la famille royale. Alors Scarlett endura la torture pendant de nombreuses années. Finalement, elle eut 15 ans et entra à l'Académie nationale avec les meilleures notes, et gagna rapidement de nombreux fans. Malheureusement, Kyle était là aussi, et il déclara publiquement qu'elle le servirait comme son esclave, même à l'Académie. Cependant, Scarlett était devenue immunisée contre son intimidation et ses caprices à présent, alors elle garda un visage impassible en traitant avec lui. Quelques jours plus tard, Kyle fit irruption dans sa salle de classe de très mauvaise humeur et commença à l'insulter tout en lui disant de lui acheter son déjeuner. Scarlett s'excusa et lui dit qu'elle le ferait immédiatement. Mais cet enfoiré n'était pas satisfait, et il l'entraîna pour la punir, laissant ses acolytes surveiller les filles afin qu'elles ne dénoncent rien au professeur. Scarlett apprit bientôt que Kyle était furieux parce qu'il avait été rétrogradé en classe normale à cause de ses mauvaises notes, et il voulait évacuer cette frustration en l'attaquant. Il décida de lui couper les cheveux et de les emporter dans sa classe comme un trophée. Et même avec la patience aguerrie de Scarlett, cela dépassait les bornes. Elle lui dit d'arrêter, ou elle se plaindrait à sa famille, mais Kyle insulta son père, le traitant de simple toutou de la famille royale. Scarlett était sur le point d'envoyer son pitoyable dans le royaume des ombres, mais heureusement, le premier prince Julius était à proximité, et il intervint immédiatement pour arrêter la bagarre. Kyle ne put rien faire devant son frère, et partit après s'être fait sermonner par lui. Scarlett savait qu'il reviendrait la déranger, mais elle remercia Julius de l'avoir sauvé. Il répondit qu'il ne faisait que sauver son jeune frère avant d'engager une petite conversation avec Scarlett, qui commença à le respecter pour son bon caractère. Elle savait que le prince Julius était le candidat principal pour devenir le prochain roi, mais les nobles corrompus le craignaient et ils soutenaient Kyle pour sauver leur... Cependant, le respect qu'elle avait pour le premier prince se transforma bientôt en jalousie
lorsqu'elle découvrit que Julius avait obtenu les notes parfaites dans toutes les matières, mettant fin à sa série en tant que meilleur élève. Elle pensait que Julius devait être vraiment exceptionnel et travailleur. Mais alors qu'il s'approchait d'elle et lui disait à quel point il était facile d'obtenir toutes les notes, elle s'énerva. Elle le prit personnellement et travailla très dur pour le battre la prochaine fois. Mais des rumeurs se répandirent selon lesquelles Julius avait perdu exprès parce qu'il voulait la rendre heureuse. Scarlett était encore plus frustrée par cela, et elle décida de l'ignorer complètement. Mais Julius continuait de la harceler. Il la suivait même après l'école, lui demandant comment les choses se passaient entre elle et Kyle, et Scarlett réalisa soudainement que Kyle n'avait fait aucune tentative de la harceler dernièrement, malgré l'humiliation qu'il avait subie l'autre jour. Elle réalisa que Julius la harcelait, afin que Kyle reste à l'écart, et elle commença presque à le voir sous un jour positif. Julius commença alors soudainement à flirter avec elle, et Scarlett y aurait succombé. S'il ne l'avait pas qualifiée de créature intéressante, elle fut choquée par ses remarques, mais il s'avéra que Julius ne mentait pas, et il pensait vraiment que Scarlett était une créature intéressante, digne d'être étudiée, et il prenait même des notes à son sujet. C'est à ce moment-là qu'elle commença à détester Julius, et souhaita le frapper un jour, ainsi que Kyle. De retour au présent, toute sa rage trouve enfin un exutoire sous la forme du visage de Taron. D'un seul coup de poing, Scarlett l'envoie voler et assomme 2 autres gars avec elle. Kyle panique et lui demande ce qu'elle fait bon sang, et Scarlett répond froidement qu'elle était dérangée par ses remarques cruelles, et Taron a dû en payer le prix. Elle se dirige ensuite vers la foule de nobles stupéfaits. Pleine conscience que chacun d'entre eux est un salaud corrompu, elle est en colère contre eux parce qu'ils ont célébré lorsque Kyle a annulé les fiançailles, alors elle enfile ses gants de boxe qu'elle garde toujours sur elle en cas d'urgence. Les nobles paniquent et appellent qu'on les garde, mais Scarlett les endort immédiatement avec de la magie avant de rouer de coups les nobles un par un. Les nobles commencent à supplier quiconque de les protéger, offrant leurs esclaves en retour, même si le commerce d'esclaves est illégal dans le pays. Scarlett réalise que ces hommes sont des déchets irrécupérables et qu'il n'y aurait aucun poids sur sa conscience si elle les assommait tous. Alors elle active sa magie temporelle spéciale pour augmenter sa vitesse et commence son déchaînement avec ses points qui sont classés E pour tout le monde. Bientôt tous les nobles sont à terre. Kyle est le dernier restant et il a déjà fait pipi dans son pantalon après avoir vu la vraie forme de Scarlett. Elle lui dit que c'est son tour maintenant et juste au moment où elle est sur le point de le frapper, son frère Leonardo arrive pour l'arrêter. Cependant, il est trop tard, et Scarlett projette Kyle contre un mur d'un coup de poing. Se sentant vraiment rafraîchi, tandis que Leonardo est horrifié en voyant les nobles éparpillés sur le sol, Julius est vraiment amusé. Scarlett est presque tentée de le gifler aussi. Mais elle décide de ne pas aller si loin pour l'instant. Elle va saluer Julius et Leonardo, et il lui demande quelle était la raison de son explosion violente. Au début, Scarlett parle comme ChatGPT, disant qu'ils ont commis des crimes indicibles et ont ensuite commencé à se justifier, alors elle les a punis sur le champ. Mais quand Julius lui demande de lui donner les détails exacts, elle répond qu'ils l'ont énervé, alors elle les a assommés. Leonardo a une mini-crise cardiaque en entendant cela, mais Julius se met à rire, disant qu'il souhaiterait que quelqu'un ait déjà inventé les caméras, car il voulait vraiment voir comment Scarlett avait battu tous les nobles. Il dit qu'elle aurait dû l'attendre pour commencer sa bagarre, mais Scarlett lui répond que c'est une demande déraisonnable. Pendant ce temps, son frère commence à perdre le contrôle en pensant aux conséquences, mais Julius l'assure qu'il s'occupera des choses ici. Scarlett commence soudainement à se sentir étourdie et tombe au sol, Julius rattrapant sa tête juste avant qu'elle ne touche le sol. Scarlett se réveille 3 jours plus tard, entendant le son des cloches dans sa tête. Alors qu'elle reprend lentement ses esprits, elle réalise qu'elle a trop utilisé le pouvoir dont Chronoa, le dieu du temps, l'a béni. Cependant, au moment où elle ouvre les yeux, elle trouve une femme de chambre, sur elle, pointant un couteau sur elle. Scarlett demande calmement à la femme de chambre qui elle est, mais celle-ci lui crie dessus et essaie de la poignarder. Cependant, elle ne peut pas battre le temps de réaction de Scarlett et est instantanément projetée contre un mur. Leonardo arrive en courant en entendant un bruit fort provenant de la chambre de sa sœur, et il est horrifié de voir que la première chose qu'elle a faite après avoir repris ses esprits a été de frapper quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il lui dit à quel point il était inquiet pour elle. Lorsque Julius entre dans la pièce, une fois que Scarlett s'est rafraîchie, Julius l'informe que ses fiançailles avec Kyle ont été officiellement annulées avec la permission de leur famille. Kyle a été exclu de l'héritage de la famille royale pour avoir protégé des nobles impliqués dans le commerce d'esclaves, et tous les nobles présents à la fête ont également été arrêtés. Scarlett est ravie d'entendre cela et demande à Julius si elle sera aussi punie. Il lui dit qu'elle est trop importante pour la famille royale pour être punie. Mais tant que cette affaire ne se calme pas, elle aura du mal à trouver un homme prêt à l'épouser. Cependant, il a aussi de bonnes nouvelles pour elle. Julius dit à Scarlett que son acte récent est devenu une histoire célèbre dans tout le royaume, et les gens parlent d'elle comme si elle était Batman. Il l'appelle la Dame ensanglantée, qui a envoyé des hordes de nobles maléfiques en prison avec juste ses poings. Et elle est comme une héroïne pour eux tous. Léo est dévasté en entendant un autre surnom menaçant pour sa sœur, mais Julius lui dit qu'il y a des choses plus importantes qu'ils doivent gérer en premier. Parmi les nobles arrêtés, il y a de nombreux noms éminents qui occupent des postes gouvernementaux. Mais leur plus grand défi est le Premier ministre, qui a été le plus grand soutien de la faction de Kyle.
Julius dit que le roi soupçonnait également la corruption dans la faction de Kyle. Il a donc formé une organisation appelée CEO2 afin de l'enquêter, et Léo en est le chef actuel. Il appelle ensuite l'un de leurs agents qui fut la première personne à infiltrer la faction de Kyle et à apporter des informations précieuses. L'agent s'avère être Sigurd, un laquais de Kyle qui s'excuse immédiatement auprès de Scarlett pour s'être comporté rudement avec elle tout ce temps. Scarlett répond qu'il mérite un Oscar pour sa performance crédible, et Sigurd s'inquiète d'autant plus qu'elle en parle. Julius lui donne la permission de le frapper si elle veut tourner la page, et Scarlett accepte l'offre. Cependant, elle ne fait que tapoter légèrement la joue de Sigurd, car il l'avait aussi secouru de nombreuses fois en travaillant pour Kyle. Après cela, elle prend congé, réalisant qu'elle est enfin libre de faire ce qu'elle veut, maintenant qu'elle n'est plus liée à Kyle. La toute première chose sur sa liste est d'interroger la femme de chambre qui a tenté de l'assassiner le matin. Scarlett se rend à l'entrepôt, où la femme de chambre Nanaka est enfermée, mais elle découvre que la femme de chambre a abandonné ses vêtements. Soudain, un chat sauvage l'attaque, mais Scarlett le repousse et identifie que la femme de chambre était en fait une bête humaine métamorphe. Elle dit à Nanaka de reprendre sa forme humaine afin qu'il puisse parler, et il s'avère que la femme de chambre était en fait un garçon depuis le début. Il est déterminé à tuer Scarlett à tout prix, et elle réalise que c'est à cause du sceau d'esclave sur sa poitrine qu'il fait obéir à tout ordre de son maître. Elle demande à Nanaka s'il serait prêt à lui raconter tout sur son maître si elle pouvait le libérer, et il lui dit d'aller de l'avant et d'essayer. Scarlett prend cela pour un oui et l'épingle immédiatement au sol avant d'utiliser ses pouvoirs pour inverser le temps sur son sceau d'esclave. Dans ce monde, tous les humains naissent d'être favorisés par un dieu, mais la plupart des gens ne réalisent jamais quel dieu les bénit. Ceux qui le réalisent peuvent utiliser les pouvoirs qui leur sont accordés par le dieu, et Scarlett est bénie par Kronoa, le dieu du temps, ce qui est la raison pour laquelle la famille royale la valorise grandement. Elle utilise les pouvoirs de Kronoa pour restaurer le corps de Nanaka à l'état où il était avant son asservissement, mais cela l'épuise. Quoi qu'il en soit, le jeune homme tient sa promesse et dit à Scarlett que la personne qu'il a envoyée ici était le premier ministre Godwyn. Le fils de Godwyn faisait partie des victimes de Scarlett à la fête, et il a ordonné à Nanaka de la tuer. Mais il avait été envoyé ici bien avant cela pour espionner sa famille. Nanaka dit à Scarlett que Godwyn est un homme rusé, qui envoie des espions dans toutes les familles nobles pour apprendre leurs secrets, puis les fait chanter pour qu'ils rejoignent le trafic d'esclaves, afin qu'ils tombent encore plus profondément dans son piège. Eh bien c'en est assez pour Scarlett, et elle se prépare à rendre visite à Godwyn pour lui botter les fesses. Nanaka lui dit d'arrêter parce que Godwyn est toujours entouré de gardes, mais cela n'arrêtera pas Scarlett. Alors le serviteur traître lui dit qu'elle trouvera une meilleure occasion de le battre lorsqu'il assistera à une vente aux enchères d'esclaves dans une semaine. Il ne connaît pas encore l'emplacement de la vente aux enchères, mais il promet à Scarlett qu'il peut la mettre en contact avec le marchand d'esclaves, parce qu'il est prêt à tout pour se venger du salaud qui l'a asservi, lui et de nombreuses autres personnes de son espèce. Scarlett est heureuse d'accepter son aide et l'emmène avec elle, ignorant que Julius a entendu tout son plan. Quelques jours plus tard, Scarlett et Nanaka se rendent pendant les bidonvilles pour trouver le marchand d'esclaves, et elle parle d'un morceau de mithril qu'elle a acheté à un enfant pour une pièce d'or. Nanaka lui dit qu'elle s'est fait arnaquer, mais Scarlett ne le croit pas. Elle se tourne ensuite vers Julius qui les a suivis sans invitation. Au début, il dit qu'il veut en apprendre davantage sur son peuple, car cela l'aidera à devenir un meilleur roi. Mais quand Scarlett le presse, il avoue qu'il a surpris leur conversation et a réalisé qu'il ne pouvait pas manquer cette occasion amusante de voir des gars se faire assommer. Juste à ce moment-là, une bande de voyous arrive, et Scarlett est excitée d'avoir quelqu'un à battre. Cependant, Nanaka lui dit de garder ses tendances guerrières pour elle, car il peut s'en sortir par la parole. Il s'approche des voyous et leur propose de les payer s'il les emmène chez le trafiquant nommé Junk, mais il refuse de faire affaire avec des gens d'apparence faible comme eux. Il raconte comment un gamin leur a dit qu'une femme riche et stupide lui avait acheté une pierre pour une pièce d'or, et ils ont décidé d'en profiter. Ils ont aussi battu le garçon et pris sa pièce d'or en chemin pour montrer que les forts s'attaquent aux faibles, et entendre cela énerve Scarlett. Elle décide que ces gars méritent une bonne raclée et augmente sa force avant d'utiliser son pouvoir pour accroître sa vitesse. Elle assomme rapidement 3 des voyous, puis s'acharne sur les 2 restants, qui réalisent qu'ils ont affaire à la tristement célèbre noble violente. Quoi qu'il en soit, Scarlett assomme le gars au bandeau et se tourne ensuite vers le dernier bandit restant, qui avait dit que les forts s'attaquent aux faibles. Elle dit que selon sa logique, elle est libre de lui faire tout ce qu'elle veut, et il implore sa pitié. Promettant de rendre l'argent au gamin, Scarlett lui dit qu'il pourra le faire après avoir été battu, mais le voyou utilise immédiatement l'emplacement du marchand d'esclaves comme monnaie d'échange. Cependant, il révèle bêtement l'emplacement immédiatement, et Scarlett le remercie avant de l'assommer. Elle se tourne ensuite vers Julius, qui l'applaudit et lui demande ce qu'il faisait pendant qu'elle se battait. Il lui demande s'il aurait dû intervenir, et Scarlett refuse immédiatement. Après cela, Julius décide de parler au marchand d'esclaves, Junk, seul, craignant qu'il n'identifie Nanaka, ou que Scarlett ne le batte à mort avant d'obtenir des informations de lui. Il y parvient en quelques minutes, en bluffant et en le menaçant, et trouve l'emplacement de la prochaine vente aux enchères d'esclaves. Sur le chemin du retour, Scarlett traite Julius de potentiel escroc, et il répond que c'est toujours mieux
que d'être un maniaque violent. Nanaka se demande si c'est le genre ennemi à amant dont il a tant entendu parler, mais alors soudainement, Scarlett et Julius se mettent d'accord alors qu'il lui demande des idées pour infiltrer la vente aux enchères. Bientôt, Scarlett rend visite à un noble nommé Zatarin, qui est en fait le marchand d'esclaves dont le contact Junk leur a donné. Zatarin est vraiment heureux de voir un nouveau client devant lui, mais il dit quand même à Scarlett que ce n'est pas très féminin d'aller parler à un vaurien comme Junk juste pour l'atteindre, alors qu'elle aurait pu demander son adresse à n'importe quel noble qu'elle connaissait. Scarlett dit que cela n'a plus d'importance maintenant, et demande ensuite à Zatarin quelle est sa relation avec Junk. Za dit qu'il n'avait aucune relation commerciale, et qu'il avait juste engagé Junk pour lui apporter tout esclave potentiellement précieux qui se retrouverait dans les bidonvilles. Scarlett lui demande ce qu'il entend par là, et il répond que les nains, les elfes, les hommes bêtes et d'autres espèces entrent dans la catégorie des êtres précieux. Et puis il désigne Nanaka, disant que l'homme bête est aussi un spécimen vraiment précieux. Alors que Nanaka devient anxieux, en entendant cela, Scarlett demande à Zahat comment il a découvert que son serviteur était un homme bête, et il répond qu'il a suffisamment d'expérience dans ce domaine. Il se met à rire avec cela, et Scarlett est presque tentée de lui botter le cul sur le champ. Mais Nanaka l'arrête, disant qu'ils doivent Zona du s'en tenir au plan. Quoi qu'il en soit, une fois que ce sale bâtard cesse de rire, il demande à Scarlett quel genre d'esclave elle désire. Elle lui dit qu'elle a entendu parler d'une vente aux enchères d'esclaves qui aura lieu bientôt dans la capitale, et qu'elle souhaite y assister. Zatrin devient sérieux en entendant cela, et dit que pour participer à la vente aux enchères, elle doit être vérifiée. Pour cela, elle doit révéler son statut aux autres personnes du cercle des enchères et acheter ou vendre au moins 6 esclaves. Scarlett lui offre tout l'argent qu'il veut, mais Zataran répond que ce n'est pas une question d'argent. Au lieu de cela, il dit que si elle peut lui donner l'esclave bestial qu'elle a, il l'emmènera à la vente aux enchères comme la fille d'un lointain parent. Scarlett est vraiment furieuse en entendant cela, mais elle contrôle sa colère et sourit poliment, disant que si c'est tout ce qu'il faut pour entrer dans la vente, elle est prête à lui donner l'esclave. Peu après, Scarlett et Nanaka kidnappent le manoir, et elle n'arrive toujours pas à croire que le commerce d'esclaves se déroule si ouvertement dans le royaume. Elle est également contente que tout ait fonctionné selon le plan, et Zahakar s'est comporté exactement comme Nanaka l'avait prédit. Nanaka est aussi surpris de voir que Scarlett n'utilise pas ses poings pour résoudre tous ses problèmes, et elle commence à le pincer pour avoir plaisanté. Alors qu'ils rentrent chez eux, Scarlett demande à Nanaka s'il est sûr de cela, car même si elle peut effacer son sceau d'esclave après, elle ne pourra pas le protéger quand il sera esclave. Nanaka répond que Zahakar semblait vouloir le mettre aux enchères, et il ne laissera personne blesser sa marchandise avant la vente. Il ajoute qu'il fait cela pour expier le crime d'avoir tenté de la tuer, puis commence soudainement à bâiller. Scarlett comprend que les hommes bêtes sont principalement actifs la nuit et dorment le jour. Et l'instant d'après, Nanaka se transforme en sa forme animale alors qu'il s'endort dans les bras de Scarlett. Elle le ramène à l'auberge où le prince Julius les attend. Scarlett lui dit que les négociations ont été fructueuses et il est choqué d'apprendre qu'elle a pu gérer la situation sans frapper personne. Scarlett est déjà énervée par ce commentaire et Julius dit alors qu'il aurait dû être avec elle pour voir cette rare occasion où elle a résolu les choses sans violence. Mais le prince du pays ne peut pas sortir pour acheter des esclaves. Scarlett n'a pas l'intention de s'occuper de lui. Alors dès qu'elle met Nanaka au lit, elle décide de sortir prendre l'air. Julius dit qu'il pensait la même chose, et il l'accompagne, restant près d'elle tout le temps. Scarlett est irritée par cela, mais Julius continue de la suivre, disant qu'il a des affaires dans cette rue. Juste à ce moment-là, un marchand de tartes aux pommes interpelle Scarlett, disant qu'il a une offre pour les jolies filles. Il dit que si elle achète une tarte aux pommes, il lui donnera une pomme gratuite, et Julius décide de profiter de l'offre et achète aussi. Ensuite, un marchand de bijoux essaie de lui vendre des bijoux bon marché, et Julius achète cela aussi, mais pas avant d'avoir marchandé. Il fait aussi un achat auprès d'une diseuse de bonne aventure louche, et Scarlett demande quelles affaires il a réellement dans cette rue. Julius répond qu'il vient d'inventer cela, et trouve Scarlett mignonne de croire un mensonge aussi évident. Elle est vraiment énervée contre lui, et frappe un mur proche, parce qu'elle ne peut pas frapper le prince au visage. Julius se contente de rire de cela, et lui donne ensuite une tarte aux pommes. Cela donne à Scarlett l'impression de voler au paradis. Julius s'excuse alors de l'avoir taquinée, mais elle répond qu'il ne peut pas obtenir son pardon avec juste une tarte aux pommes. Cependant, ajouter une autre tarte aux pommes fait l'affaire, et Scarlett lui pardonne rapidement. Après cela, Scarlett remarque que Julius connaît très bien le plan de la ville, et il répond qu'il avait l'habitude de sécher les cours régulièrement pour explorer la ville. Il demande ce qu'elle ressent en voyant le marché, et Scarlett remarque que lorsque Kyle l'envoyait acheter du pain pour lui, elle n'avait pas beaucoup de temps pour regarder autour d'elle. Cependant, maintenant qu'elle le voit, le marché ressemble à un endroit joyeux. Julius est content qu'elle l'aime, et il dit que chaque fois qu'il venait ici, il voulait qu'elle voie cet endroit. Scarlett se demande s'il l'a accompagnée juste parce qu'il voulait lui faire visiter, et pense que s'il l'avait juste dit, elle ne serait pas aussi irritée. Soudain, Julius commence à monologuer, disant qu'il déteste s'ennuyer. Depuis qu'il était enfant, les seules choses qui l'intéressaient étaient les choses laides et tordues. Il était toujours entouré de nobles stupides qui voulaient entrer dans ses bonnes grâces, et il devait continuer à jouer un rôle devant eux.
Cependant, il a ensuite vu Scarlett, qui n'était pas du tout intéressée par lui. En plus de cela, il a vu son jeune frère la harceler. Alors il a décidé de lui parler, il lui a dit qu'il pourrait se plaindre à son père si Kyle l'effrayait, mais Scarlett lui a juste fait un sourire étrange en disant qu'il venait de faire une bonne blague. C'est à ce moment-là qu'elle a eu toute son attention, et il n'a jamais cessé de la trouver intéressante. Il dit encore une fois qu'il trouve la plupart des choses dans le monde ennuyeuses, mais il déteste s'ennuyer. C'est pourquoi il essaie de garder des choses intéressantes autour de lui. Et en ce moment, il n'y a personne de plus intéressant pour lui que Scarlett. Sur ce, il se penche soudainement pour l'embrasser sur les joues, et Scarlett est stupéfaite. Julius dit que ce n'est pas l'amour romantique traditionnel, mais il est confiant qu'il l'aime bien, et elle lui est très chère. Plus tard cette nuit-là, alors que Scarlett est assise seule dans sa chambre, elle n'arrive toujours pas à croire ce qui vient de se passer. Elle s'affale sur le lit, se demandant si le baiser était un autre détour du prince pour l'ennuyer. Le lendemain, Scarlett va rencontrer Zahak à nouveau, et lui dit qu'elle lui remettra Nanaka. Mais qu'il doit honorer sa promesse, il accepte. Mais avant cela, il demande à Scarlett une preuve, que l'esclave est vraiment un homme bête. Elle lui demande s'il ne lui fait pas confiance, et il répond que c'est juste sa politique de confirmer les marchandises avant de les accepter. Scarlett ordonne à Nanaka de se transformer, et il se transforme immédiatement en chat, ou chien, ou quelle que soit cette créature. Zataran est ravi de voir cela, et juste à ce moment-là, un grand homme effrayant, avec des crocs sortant de sa mâchoire inférieure, entre dans la pièce. Il fixe Scarlett, et demande à Zat si elle est l'esclave qu'ils prennent aujourd'hui. Zat dit à l'esclave nommé Donovan que Scarlett est leur cliente, et que l'homme bête avec elle est l'esclave. Nanaka n'est clairement pas content de le voir, et Scarlett réalise aussi que Donovan est un demi-humain et demi-bête magique, ce qui en fait un lycanthrope. Za s'excuse du comportement grossier de son esclave, et lui dit ensuite d'emmener la bête. Donovan s'excite en le voyant, et remarque que les hommes bêtes sont connus pour leur régénération rapide. Il met un collier en métal autour du cou de Nanaka et commence à l'éloigner. Mais Nanaka résiste, ce qui le met en colère. Il balance son fouet barbelé en l'air pour le frapper, mais soudain, Scarlett attrape le fouet à main nue. Elle dit à Zan que son esclave est plutôt bien élevé, et s'il n'a pas le courage de le punir, elle peut le faire pour lui. Donovan se moque de lui, et même Za méprise Scarlett, lui disant de ne pas provoquer son esclave, car c'est un ancien aventurier de rang. Il affirme qu'elle doit être aussi forte qu'un capitaine de chevalier pour le vaincre, et Scarlett lui demande pourquoi cela importe. Za devient confus, et lui dit qu'il est juste inquiet pour elle. Mais alors Donovan déclare qu'il est trop tard, il ne va pas laisser une femme piétiner sa fierté, et il décide de lui donner une leçon. Il commence à tirer le fouet d'elle, mais il ne peut même pas le retirer de la prise ferme de Scarlett. Il essaie encore plus fort, et Zack lui dit d'arrêter de plaisanter, car il n'y a aucun moyen qu'une fille puisse gagner contre un homme dans une catégorie de poids beaucoup plus élevée. Donovan répond qu'il fait sérieusement de son mieux, et Scarlett demande alors à Zack si Donovan va aussi être mis aux enchères. Il répond qu'il va garder Donovan comme son garde du corps personnel et entraîneur pour d'autres esclaves, et c'est une bonne nouvelle pour Scarlett, car elle n'a pas besoin de trop s'inquiéter qu'il perde de la valeur après avoir subi des dommages. Et puis Scarlett lance soudainement Donovan en l'air avant de le frapper dans la stratosphère. Zatarin est stupéfait en voyant cela, mais Scarlett ne se soucie pas de lui. Elle se tourne vers Nanaka et retire son collier pour voir qu'il saigne. Elle utilise sa magie de guérison pour soigner ses blessures et le serre dans ses bras, lui disant qu'elle reviendra bientôt pour lui et qu'en attendant, il devrait supporter les problèmes qu'il rencontre ici. Scarlett se tourne vers le noble à propos de la fenêtre cassée et il lui dit qu'elle n'a pas besoin de payer pour les réparations. Il la remercie même d'avoir discipliné Donovan car il échoue toujours à le faire lui-même. Une fois que Scarlett retourne à son auberge, elle trouve une calèche familière garée devant la porte. Son frère en sort et il est vraiment en colère contre elle. Il lui dit qu'elle pourra lui raconter toute l'histoire une fois arrivée à la capitale, et alors que Scarlett voit Julius dans la calèche, elle le maudit d'être un prince inutile qui n'a même pas pu empêcher son frère de les découvrir. Une fois arrivé à la capitale, Léo commence à boire de l'alcool fort à la table à thé. Demandant à Julius et Scarlett s'ils ont du bon sens, il demande comment ils ont pu risquer leur vie si négligemment. Mais Julius répond qu'ils ont trouvé l'emplacement de la vente aux enchères d'esclaves, donc tout va bien. Léo se calme avant de dire qu'il a aussi fait des recherches, et a découvert que le Premier ministre Godwin organise lui-même la vente aux enchères. Scarlett lui dit que la vente aux enchères est dans 2 jours, et Léo panique en commençant à planifier des choses pour la grande mission. Pendant ce temps, Scarlett commence à fixer Julius, qui sourit et demande si elle veut de la tarte aux pommes comme l'autre jour. Elle s'énerve contre lui sans raison, mais Léo les interrompt alors, disant qu'il a élaboré un plan. D'abord, il veut que Scarlett rentre chez elle, mais elle refuse, disant que c'est la seule chose qu'elle ne peut pas faire. Léo pense que la seule raison qui la motive est de frapper Godwin au visage, mais elle répond que c'est plus que cela. Elle dit que depuis qu'elle était petite, elle a vu que les bonnes personnes souffrent, tandis que les nobles maléfiques continuent de prospérer. Elle croit que les salauds avides et maléfiques, disant que les nobles égoïstes et avides sont les cibles par des moyens satisfaisantes à frapper. Et Léo et Julius ont leurs réactions habituelles à ces tendances violentes, et Scarlett dit que les gens normaux ne peuvent même pas battre les nobles. Mais comme elle est
La fille d'un duc de haut rang, elle ira bien. Julius est d'accord avec elle, au grand désarroi de Léo, qui craint que la nature violente de Scarlett ne ruine la réputation de leur famille. Cependant, le plus gros problème est que des gens de l'Empire vaincu pourraient être présents à la vente aux enchères. Scarlett et Julius deviennent tendus en entendant cela. Parce que l'Empire vaincu est en désaccord avec leur royaume de Palestine depuis 300 ans, ils sont connus pour être des gens impitoyables qui respectent le pouvoir comme seule hiérarchie. Et ils sont gouvernés par de puissants chevaliers dragons. Même si des pourparlers de paix ont récemment commencé avec les deux nations, Léo a des nouvelles confirmées que la force aérienne vaincue a été en contact avec Godwyn récemment. Coïncidence, au même moment, Godwyn a une réunion avec des fonctionnaires de l'armée aérienne vaincue. Il est furieux contre Scarlett pour avoir gâché la fête de Kyle et fait dérailler leur plan et demande aux soldats de se débarrasser d'elle. Le soldat roux accepte volontiers la mission et s'envole sur son dragon, mais Godwyn n'est pas satisfait de son attitude arrogante. Juste à ce moment-là, une fille lui dit d'oublier les chevaliers dragons et de regarder ce qu'elle a. Elle pointe une arme sur Godwyn. Mais comme les armes à feu n'ont pas encore été inventées dans ce monde, il ne sait pas ce que c'est. La fille lui dit que c'est un cadeau de la déesse Palmia. Et Godwyn sort son pendentif, disant qu'il a déjà un cadeau d'elle. Il ne pense pas que le cylindre d'apparence amusante puisse faire quoi que ce soit. Mais alors que la fille tire sur un vase de fleurs avec un pistolet, il est choqué au-delà de toute mesure. La fille s'avère être nulle autre que Taron, la maîtresse de Kyle, et elle dit à Godwyn d'utiliser cette arme qui peut tuer même les ennemis les plus redoutables pour gagner ses prochaines batailles. Bientôt, le jour de la vente aux enchères arrive et Zap accueille nerveusement Scarlett à la maison de vente. Il lui donne un masque qui ne servira probablement à rien pour cacher son visage, et Scarlett le remercie, lui souhaitant bonne chance pour la vente aux enchères d'aujourd'hui. Cependant, elle sourit en elle-même, sachant que ce sera la dernière vente aux enchères pour lui et tous les nobles crétins impliqués. Zap conduit ensuite Scarlett à la salle, et elle continue de penser à sa stratégie. Après avoir obtenu l'emplacement de la vente aux enchères, Julius a immédiatement envoyé les agents de son organisation pour infiltrer l'endroit en tant que serviteur. Cependant, il savait qu'ils seraient tous désarmés à l'intérieur de la salle des ventes, et même s'ils utilisaient la magie, ils ne pourraient pas faire de Scarlett leur principale unité de combat, parce que contrairement au reste des perdants, elle n'a besoin que de ses points pour battre tout le monde. Scarlett entre avec confiance dans la salle des ventes, avec cela à l'esprit. Et en même temps, Leonardo et d'autres chevaliers attendent dehors, prêts à frapper dès que Julius leur donnera l'ordre. Léo est confiant quant à leurs préparatifs, mais il prie pour que Scarlett tienne sa promesse de ne pas utiliser la violence inutilement. Son estomac commence à lui faire mal, car il sait qu'elle ne peut pas contrôler ses points, et il espère juste que leur mission réussira d'une manière ou d'une autre. D'autre part, Scarlett écoute les nobles parler du genre d'esclaves qu'ils veulent de la vente aux enchères. Tous ont des goûts différents, mais ils conviennent que la principale attraction de la vente aux enchères de ce soir est l'homme-bête métamorphe. Juste à ce moment-là, les lumières s'éteignent et Scarlett heurte accidentellement un homme. Il s'excuse et s'éloigne, et elle a l'impression d'avoir déjà entendu sa voix. Cependant, elle n'a pas beaucoup de temps pour y penser, car l'annonceur entre en scène et commence officiellement la vente aux enchères. Il amène d'abord une femme oiseau à une seule aile sur scène, et les nobles commencent immédiatement à enchérir. Scarlett les observe depuis le balcon, contrôlant à peine sa rage, quand soudain, Julius arrive là. Elle lui demande ce qu'il fait ici alors qu'il est censé diriger la mission, et il répond qu'il est venu ici pour la surveiller. Scarlett commence à s'éloigner, mais Julius la suit, lui demandant si elle a déjà trouvé Godwyn. Elle répond qu'elle ne l'a pas vu, mais qu'elle a une idée de l'endroit où il pourrait être. Julius l'exhorte à agir rapidement, car les chevaliers royaux sont postés devant la porte, et il pourrait lui enlever sa cible si elle ne se dépêche pas. Scarlett lui propose immédiatement un échange, lui demandant de retarder l'appel des chevaliers royaux, car elle lui offrira le spectacle de sa vie en tabassant Godwyn devant lui. Julius est immédiatement conquis en entendant son offre, car c'est pourquoi il a rejoint les troupes d'infiltration. Cependant, juste obtenir le spectacle de la raclée du Premier ministre ne lui suffit pas, et il demande à Scarlett ce qu'elle lui donnera en échange de retarder l'ordre aux chevaliers. Elle y réfléchit une seconde, puis promet de jurer sa loyauté à la couronne et au royaume pour le reste de sa vie. Julius rejette immédiatement cette proposition, disant à Scarlett qu'il ne lui demande rien pour la couronne. Il lui tient doucement le visage, lui demandant de lui jurer fidélité à lui plutôt. Scarlett répond que ce sera la même chose finalement, car il sera le prochain empereur. Mais Julius lui dit qu'il est impatient. Elle hésite, mais le prince lui fait comprendre qu'elle n'obtiendra pas ce qu'elle veut si elle ne lui promet pas sa loyauté tout de suite. Scarlett abandonne et lui jure fidélité, et Julius est vraiment heureux d'entendre cela. Il lui demande l'emplacement de Godwyn après avoir enfin réglé tout cela, et Scarlett croit qu'il supervise tout depuis le plus haut balcon. Julius lui dit qu'il devrait se dépêcher de se rendre à son emplacement dans ce cas, et Scarlett répond qu'elle est plus impatiente que lui de tabasser le Premier ministre corrompu. Au même moment, en prison, les gardes emmènent une femme elfe, tandis que sa fille est laissée derrière. Elle lutte pour suivre sa mère, mais Nanaka la retient, lui disant que c'est inutile. La fille commence à pleurer tandis que les autres esclaves prient les dieux et les saints de les sauver, mais Nanaka
promet qu'ils seront tous en sécurité. D'autre part, Scarlett endort les gardes et Julius loue son contrôle de la magie. Elle commence à bouder à cela, lui rappelant qu'il l'a battu aux épreuves pratiques de magie à l'académie, et Julius est joyeusement heureux de voir sa jalousie. Juste à ce moment-là, il tombe sur un groupe de voyous, et Scarlett réalise immédiatement qu'ils sont les gardes privés de Godwin. Elle décide de les traiter comme des amuse-gueules avant le plat principal, et retire ses gants pour enfiler ses poings américains incrustés de diamants. Elle n'utilise même pas la bénédiction de Kranoa pour augmenter sa vitesse et botte les fesses de tous les voyous avant de défoncer la porte de la pièce où Godwin profite du spectacle avec ses plus proches alliés. Pendant que tout le monde est encore en train de comprendre ce qui se passe, Scarlett entre avec confiance dans la pièce et jette son masque, disant à Godwin que ses poings lui démangent de rencontrer son visage. Godwin est choqué de la voir, mais son fils est furieux car il a un compte à régler avec Scarlett. Il lance un sort de foudre pour attaquer Scarlett, mais Julius utilise l'anneau royal pour annuler le sort immédiatement. Godwin panique en voyant l'anneau royal, qui peut annuler tout sort lancé par les gens de l'Empire, car seul l'empereur et Julius peuvent l'avoir. Julius commence immédiatement à se mettre en valeur, et les nobles corrompus mouillent leurs pantalons, car ils sont condamnés maintenant. Cependant, ils se convainquent mutuellement que le gars blond devant eux est un imposteur, et Godwin décide de s'occuper rapidement de lui et de Scarlett. Il ordonne qu'un esclave spécial soit amené pour cela, et Scarlett identifie l'homme-bête féroce comme Donovan, qui s'est simplement transformé en son mode bestial. Godwin ordonne à Donovan de tuer Scarlett et Julius, mais juste à ce moment-là, Sig arrive et lui tranche la main. Scarlett réalise que le gars qu'elle a heurté plus tôt était Sigurd, qui agissait toujours comme le fidèle disciple de Kyle pour infiltrer la vente aux enchères. Godwin est trop frustré maintenant, et il ordonne à tout le monde d'attaquer les intrus. Sigurd prend les choses en main de l'autre côté et dit à Scarlett et Julius de rester derrière lui. Cependant, Scarlett attrape son col et le tire en arrière, lui disant que les nobles ici sont ses cibles et qu'il ne va pas les toucher. Le sub est excité, alors que Scarlett lui dit qu'il n'est autorisé à combattre Donovan que pendant qu'elle s'occupera du reste des crapules. Il accepte immédiatement son ordre et laisse Scarlett s'amuser comme jamais à balancer les nobles et à créer un mini-cyclone. Personne n'ose même s'approcher d'elle en voyant son sourire menaçant, mais Scarlett s'occupe d'eux un par un, en jetant quelques-uns du balcon dans sa fureur. Peu après, Léo se précipite à l'intérieur pour vérifier ce qui se passe car il n'a jamais reçu le signal du prince, et il est horrifié en voyant les images sanglantes. Scarlett se tient fièrement devant un tas de nobles vaincus, et Léo pense qu'elle est finalement devenue une tueuse de masse. Scarlett lui dit qu'elle s'est retenue pour que personne ne soit réellement mort, mais juste à ce moment-là, il remarque Sigurd luttant pour combattre Donovan. Le reste des invités s'enfuit en panique, et Léo pense que certains d'entre eux pourraient en s'échapper. Il est d'accord et décide qu'il devrait mobiliser les chevaliers, mais Scarlett lui rappelle qu'elle n'a pas encore tabassé Godwin. Malgré cela, Julius ordonne à Léo d'envoyer les chevaliers après Godwin, et Scarlett dit que ce n'est pas ce qu'il a promis. Il lui assure que seule elle aura le droit de tabasser le Premier ministre jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Léo se retourne en entendant cela et demande ce qui se passe. Julius explique qu'il a échangé des vœux avec Scarlett, il doit donc tenir sa promesse envers elle. Léo est étonné d'entendre cela, car il pense que Julius et Scarlett ont échangé des vœux de mariage. Il est ému en pensant que sa sœur a enfin trouvé l'homme avec qui elle veut passer sa vie. Mais Scarlett ne comprend pas pourquoi il est si dramatique. Julius réalise qu'ils sont tous les deux un peu lents à saisir l'ambiance générale, mais il décide de les ignorer et envoie un signal aux chevaliers qui attendent en dehors. Bientôt, Léo se remet aussi de son accès de drame et utilise sa compétence spéciale, la clairvoyance, pour scanner tout le manoir. Il trouve Godwin et son fils se dirigeant vers le toit et juste après, il aperçoit un dragon planant au-dessus du faîte. Tous les trois se précipitent vers le toit, et Julius fait remarquer que sa théorie selon laquelle Godwin travaillait avec les chevaucheurs de dragons de l'Empire vaincu s'est avérée exacte. Il dit qu'ils doivent se dépêcher ou Godwin s'échappera, mais malheureusement ils sont au sous-sol, et 5 étages les séparent de leur objectif. Scarlett a un moyen de surmonter cette difficulté, et elle retire ses chaussures en disant à Léo de libérer Nanaka et tous les autres esclaves. Elle active ensuite le pouvoir d'accélération, franchissant une volée d'escaliers entières en un seul bond. Elle saute le long des murs avant de briser une fenêtre, puis s'élance directement vers le toit. Utiliser autant de puissance d'un coup impose une lourde charge à son corps, mais le dragon, ainsi que Godwin, sont dans sa ligne de mire à présent, et elle n'a absolument pas l'intention de laisser ce vieux salaud s'échapper. Ils disent qu'un simple soldat comme lui devrait descendre du dragon Godwin et les rencontrer sur un pied d'égalité. le Mais le chevaucheur de dragon est furieux, les traite d'humains méprisables et ordonne à son dragon de s'occuper d'eux. Le dragon balance sa lourde queue pour écarter les deux idiots, mais à ce moment précis, Scarlett descend du ciel comme un météore et bloque la queue du dragon, disant à son chevaucheur qu'elle ne peut pas le laisser blesser ses sacs de frappe personnels. Elle a déjà écrasé le fils de Godwin sous ses pieds, et lui dit nonchalamment qu'il est le prochain. Cependant, le chevaucheur de dragon saute soudainement, disant à Scarlett qu'il ne s'attendait jamais à ce que quelqu'un arrête la queue de son dragon d'une seule main.
Il s'agenouille devant elle et jette sa capuche, disant qu'il est tombé amoureux d'elle. Il lui demande de l'épouser, à la grande surprise de tous, mais Scarlett refuse sa proposition et le repousse violemment. Le dragon tente de venger son maître en attaquant Scarlett, mais elle lui saisit la gueule et le plaque au sol. Pendant ce temps, le chevaucheur de dragon se relève, et après avoir vu Scarlett le battre, lui et son dragon, il est encore plus intéressé par elle. Il lui demande une fois de plus d'accepter sa proposition, mais elle lui donne un coup de poing dans le ventre pour lui couper le souffle. Le rouquin continue de divaguer sur sa beauté, sa force et sa grâce. Alors Scarlett le repousse d'un coup de pied, pensant que cela suffira à le mettre hors d'état de nuire. Cependant, il se relève, et même s'il tient à peine debout, il veut toujours que Scarlett l'épouse, car il n'a jamais vu une femme aussi forte qu'elle. Scarlett lui dit d'arrêter de faire l'idiot car elle sait qu'il est Halflame, le premier prince de l'Empire vaincu, venu ici pour tuer l'incompétent Godwyn. Godwyn panique en entendant cela, puis Halflame confirme la déclaration de Scarlett. Il déclare qu'il est venu tuer Godwyn et ses partisans, car des traîtres comme eux représentent la plus grande menace pour la paix des deux pays. Hal lance sa lance sur Godwyn pour l'achever rapidement, mais Scarlett brise la lance d'un coup de pied, lui disant de reculer. Le prince s'approche immédiatement et lui saisit la jambe, et Scarlett remarque qu'il faisait juste semblant d'être faible plus tôt, car son corps semble toujours en excellente forme. Elle lui demande s'il est vraiment confiant en son endurance, et Godwyn affirme, disant qu'il a la bénédiction de rendre son corps aussi dur que l'acier, donc il ne peut pas être vaincu par des attaques physiques. Il dit à Scarlett que ces attaques ne fonctionneront pas sur lui, alors elle devrait juste le laisser achever Godwyn. Mais elle refuse, disant qu'elle a un moyen de le vaincre. Elle lui saisit alors soudainement la tête, et Hal baisse sa garde, pensant qu'elle va l'embrasser. Cependant, Scarlett lui pousse la tête vers le bas et le frappe de toute sa force. Malgré de nombreux coups de genoux au visage, Hal fait comme s'il était parfaitement bien. Mais quand il se relève, il commence à avoir le vertige parce que les coups de pied de Scarlett lui ont donné une commotion cérébrale. Il perd l'équilibre mais pas son désespoir, et demande une fois de plus à Scarlett de venir avec lui, car ce royaume de faibles ne lui convient pas du tout. Cependant, elle en a eu assez de ses divagations, et elle lui attrape simplement le col et active son pouvoir pour le renvoyer d'un coup sec dans son royaume. Cela fait, Scarlett tourne enfin son attention vers Godwyn, qui se fait déjà pipi dessus. Il s'excuse d'avoir essayé de la tuer, et d'avoir utilisé Teren pour rompre ses fiançailles avec Kyle. La deuxième déclaration est nouvelle pour Scarlett, et elle demande au ministre s'il a aidé Teren à se rapprocher de Kyle. Elle dit que s'il l'a aidé à l'humilier devant tout le monde ce jour-là, il devra en payer le prix. Et Godwyn balbutie en lui disant qu'il a juste suivi le plan de Teren. Scarlett est curieuse maintenant, et Godwyn voit une chance de s'échapper. Il promet des informations si elle le laisse partir, et commence à lui dire que Teren n'est pas une fille normale, et qu'elle a sale été invoquée d'un autre monde par la déesse elle-même. Scarlett n'est pas sûre qu'il dise la vérité, mais cette nouvelle information est suffisante pour la faire s'arrêter un instant. Malheureusement pour Godwyn, Scarlett pense que la peur l'a transformé en un vieil homme sénile, et qu'il raconte juste n'importe quoi pour se protéger. Elle ne peut pas croire que Teren soit une fille d'un autre monde invoquée par la déesse, alors elle décide de donner à Godwyn la punition qu'il mérite amplement. Godwyn essaie toujours de négocier avec elle, lui offrant tout ce qu'elle désire. Scarlett réfléchit un instant puis dit qu'elle a besoin d'un sac de frappe humain avec des yeux fuyants, un nez pointu et des vêtements bien rembourrés. Godwyn lui dit qu'elle peut l'avoir, mais il réalise soudainement qu'elle est en train de le décrire. Scarlett attendait cela, et elle utilise le pouvoir de Kranova pour faire s'écouler le temps autour d'elle, 100 fois plus lentement que la normale, tandis qu'elle est la seule à pouvoir bouger normalement. Elle frappe Godwyn au nom des personnes qu'il a exploitées et de celles qu'il a kidnappées pour les vendre comme esclaves. Elle le frappe pour avoir ruiné la vie de Nanaka, et aussi pour avoir essayé de la tuer. Et enfin, elle le frappe juste parce qu'elle veut lui botter les fesses. Au moment où Scarlett porte le coup final, sa magie temporelle s'estompe, et Godwyn subit les dégâts différés de tous les coups droits de poing en même temps. Elle s'incline courtoisement, alors que Godwyn est projeté au loin, mais soudain, elle tombe à genoux, car elle a utilisé trop du pouvoir de Kranova. Ses cheveux sont devenus noirs aux pointes, et ses mains commencent aussi à saigner. Scarlett craint que son frère ne soit déçu d'elle. Elle perd l'équilibre, mais Julius arrive à ce moment précis pour la retenir. Il utilise son pouvoir pour la soigner, tout en faisant remarquer qu'il ne pourrait pas croire qu'un humain se battait ici s'il ne la connaissait pas personnellement. Bientôt, Léo et d'autres arrivent aussi et commencent à demander à Scarlett si elle va bien. Ils sont aussi curieux de savoir où est passé Godwyn, et elle répond qu'il vient de traverser le mur. Malheureusement, Scarlett sous-estimait le vieux Premier ministre, et il est toujours debout sur ses deux pieds. Il saute du mur et sort le pistolet que Teren lui a donné pour tirer sur Scarlett, mais Julius saute devant elle pour arrêter la balle avec son corps. Tout le monde est mortifié en voyant cela, mais Godwyn est heureux d'avoir au moins éliminé une épine de son chemin. Scarlett devient furieuse contre lui et se jette immédiatement sur lui, le projetant au sol d'un coup de poing. Godwyn lui dit que ses coups de poing ne lui feront pas de mal, car il a un don de la déesse Palmia, qui le protège de tout dommage. Cependant, l'idiot commet l'erreur de le montrer à Scarlett, et elle le lui arrache immédiatement avant de lui fracasser le nez.
Elle dit à Godwin qu'il ne peut pas être pardonné pour le péché d'avoir tué Julius, et qu'il devrait s'excuser auprès de lui dans l'au-delà. Sur ce, elle frappe le vieil homme de toute sa force et l'envoie voler. Elle dit qu'elle a vengé Julius maintenant, et lui demande de veiller sur eux depuis le ciel. Julius tousse en lui disant qu'il n'est pas encore mort, car la magie de guérison de Léo lui a sauvé la vie. Il demande à Scarlett si elle est déçue qu'il soit toujours en vie, et elle répond qu'elle est heureuse de voir qu'il va bien. Peu après, tous les nobles sont arrêtés, et Godwin est toujours en vie, malgré avoir encaissé le coup de poing à pleine puissance de Scarlett. Pendant ce temps, Scarlett se repose dans sa calèche, satisfaite d'avoir pu tabasser sa cible comme il se doit. Au même moment, dans l'Empire vaincu, le prince Hal est coincé dans un arbre quand son ami arrive pour le secourir. Il donne un coup de pied à l'arbre, faisant tomber Hal au sol, puis le soutient, alors qu'il se dirige vers son dragon. Hal se plaint que tous les os de son corps pourraient être brisés, mais son ami lui dit que sa blague n'est même pas drôle, car il a le corps le plus résistant de toute la planète. Le prince roux révèle qu'il a été projeté ici depuis un autre pays, et qu'il a dû utiliser toute sa bénédiction pour rester en vie, malgré cela. Bientôt, ils atteignent le dragon et rentrent chez eux, et en chemin, le blond demande à Hal s'il a pu jouer avec le jouet qu'il voulait. Hal pense à Scarlett, disant qu'il a apprécié jouer avec elle bien plus qu'il ne l'avait imaginé et qu'il veut la revoir bientôt. De retour au royaume, la nouvelle que Scarlett a arrêté la vente aux enchères d'esclaves se répand comme une traînée de poudre, et tout le monde commence à l'appeler la sauveuse de leur royaume. La presse se rend à l'Académie royale pour parler à ses amis de ses passe-temps et de ses animaux de compagnie. Et tandis que les filles se demandent si Scarlett aurait un chat mignon et moelleux ou un chien élégant, son dernier animal de compagnie est le dragon nommé Rex qu'elle a laissé derrière lui. Pendant que Scarlett entraîne le dragon, Nanaka la regarde de loin avec jalousie. Juste à ce moment-là, son majordome arrive et lui dit qu'il a fourni à tous les marchands de la ville l'article qu'elle a inventé. Il n'est pas sûr que cela se vende bien car c'est plutôt unique, mais Scarlett est confiante que Julius, au moins, en achètera beaucoup. Le majordome fait alors remarquer que Nanaka semble être jaloux de son nouvel animal de compagnie et Scarlett l'appelle pour qu'il vienne jouer avec elle aussi. Nanaka se transforme joyeusement en chiot et court vers elle. Mais les femmes de chambre arrivent pour l'emmener car elles ont besoin d'aide pour préparer l'arrivée prochaine des invités. D'autre part, Tarin visite la prison mais les gardes l'arrêtent. Elle utilise sa magie pour les laver le cerveau et il la laisse se passer. Elle commence à penser à la façon dont elle veut avoir la fin de conte de fées la plus adorable pour son histoire. Elle veut tomber amoureuse d'un prince et surmonter de nombreux défis avec lui pour atteindre sa fin heureuse. Tout ce qu'elle fait est pour la fin heureuse, et même maintenant, elle rend visite à Godwin pour la même raison. Il est heureux de la voir et lui demande de le libérer, car il fera tout en son pouvoir pour servir la déesse Pamina. Taren répond qu'elle lui est reconnaissante d'avoir supprimé les autres religions de la région pour faire du pamianisme la religion majeure du pays. Godwin dit qu'il peut faire encore plus s'il est libéré. Mais Taron dit qu'elle a un cadeau pour lui de la déesse Pomona. Elle utilise son pouvoir pour lui laver le cerveau aussi, puis laisse une bouteille de poison sur le sol. Godwin, maintenant complètement sous son contrôle, boit le poison et Taron s'éloigne, le remerciant d'avoir joué son rôle dans son histoire, mais elle n'a plus besoin de lui. La nouvelle de la mort de Godwin parvient à Julius et aux autres, mais il a du mal à croire qu'un homme aussi résilient que lui se serait suicidé. Léo trouve cela suspect aussi, car ils n'ont rien trouvé sur Tarin, même si elle est une collaboratrice majeure selon les rapports de Scarlett. Juste à ce moment-là, Nanaka arrive avec de vieux dossiers que Léo avait demandés. Alors qu'il parcourt les dossiers, Julius devient curieux à propos de la fille nommée Teren, qui était capable de contrôler même le Premier ministre. Il trouve soudainement une note sur la religion du communisme, et Nanaka se retourne en entendant cela. Julius lui explique qu'il existe différentes religions dans le royaume, et que le communisme est l'une des principales. Léo ajoute plus de détails, disant qu'elle a gagné en popularité très récemment, et a même été faite religion officielle du royaume. Elle vénère Pomona, la déesse de la beauté et de l'amour, et elle est dirigée par un marchand pompeux qui est une personne carrément avide. Nanaka comprend comment cela pourrait être lié à Godwin, car c'était le genre de personne à faire affaire avec chaque individu corrompu qu'il rencontrait. Cependant, Sigurd aborde le sujet de l'autre grande religion qui existe depuis le début de la fondation du royaume. C'est la religion du dianisme qui vénère la sainte Diana, une jeune fille dotée du pouvoir d'exorcisme. Léo dit que même si ce n'est pas la religion d'État, la plupart des gens croient au dianisme. Et si vous demandez aux gens ordinaires, la plupart d'entre eux diraient que le dianisme mérite ce titre. Cela rappelle à Sigurd qu'ils ont bientôt le festival officiel de pèlerinage du dianisme, et Julius laisse cela à Léo aussi car il ne veut pas s'en occuper. Il mentionne soudainement Scarlett et demande à Léo comment elle va. Il répond qu'elle va très bien, et qu'hier encore, elle est sortie chasser de la nourriture pour son dragon. Julius en rit et dit qu'elle est une femme vraiment remarquable et unique. Il commence à penser qu'il ne s'ennuiera jamais avec Scarlett à ses côtés, et se demande s'il devrait vraiment demander sa main en mariage. Léo rayonne de joie en disant à Julius d'arrêter de plaisanter car il a déjà échangé des vœux avec elle. Nanaka et Sigurd sont stupéfaits d'entendre cela
Et Léo leur dit que Julius et Scarlett se sont promis leur vie l'un à l'autre, mais que c'est un secret absolu pour l'instant. Il continue de se vanter de la chance de sa sœur, et Julius espère qu'il réalisera la vérité un jour par lui-même. En attendant, il décide de rendre visite à sa bien-aimée. Quelques jours plus tard, Scarlett a complètement apprivoisé le dragon, et elle le chevauche parfaitement sur son dos. Ses amis de l'académie visitent sa maison, et juste au moment où ils sont à la porte, ils voient le dragon voler vers eux. Ils ne voient pas Scarlett le chevaucher, et n'attendent même pas que le majordome explique que le dragon n'est pas une menace. Ils l'attaquent immédiatement, et Scarlett reste indemne d'une manière ou d'une autre malgré les coups. Plus tard, alors qu'elles prennent le thé, elle apprend que ses amis pensaient que le dragon était un ennemi. Elles lui disent là fièrement qu'elles l'ont évidemment pensé, parce que les soldats du royaume ennemi montent des dragons et qu'elles voulaient en abattre un dès qu'elles l'ont vu. Scarlett est secrètement ravie qu'elles soient toujours les mêmes qu'avant, car elle ne les a pas rencontrés depuis longtemps. Les filles commencent à se chamailler sur la façon dont elles étaient les chefs dans le dortoir des filles, sans que Scarlett ne soit là. Après cela, elles disent à Scarlett de vite se rétablir et de retourner à l'académie. Parce que c'est presque l'heure de la remise des diplômes et elles ne veulent pas obtenir leur diplôme sans elle, la fille aux cheveux violets dit qu'elle veut obtenir son diplôme rapidement et épouser un homme bien. Scarlett a entendu dire que la fille a déjà de nombreux prétendants, mais elle répond qu'aucun d'entre eux n'est sérieux. Elle veut un homme qui est prêt à risquer sa vie pour elle, et bien que Scarlett soit heureuse d'entendre parler de ses rêves, cela lui rappelle comment Julius a risqué sa vie pour la sauver. Elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent à ce sujet, mais ensuite ses amis lui demandent si elle a des projets de mariage. Scarlett n'a pas de réponse à cette question, mais elle est sauvée d'y répondre alors que Nanaka entre dans sa chambre. Elle lui dit qu'elle est occupée en ce moment et jouera avec lui plus tard. Mais Nanaka lui dit qu'il n'est pas là pour jouer. Il est là avec un invité, et l'invité s'avère être nul autre que Julius. Les filles sont choquées de le voir ici, et alors qu'il les salue, elles se lèvent et le saluent nerveusement. Julius demande s'il les dérange, et tandis que Scarlett dit qu'il interrompt son thé avec ses amis, les filles sont plus qu'heureuses de renoncer à ce moment de thé pour la compagnie du prince. Il leur demande s'il peut emprunter Scarlett un instant, et Scarlett n'aime pas la façon dont il a formulé cela. Julius, indifférent à sa réaction, s'approche d'elle et lui prend la main, lui disant qu'il veut discuter de quelque chose en privé. Les filles commencent à baver en voyant cette scène et disent à Julius de l'emprunter aussi longtemps qu'il le souhaite. Scarlett se sent aussi trahie que César lorsque Brutus l'a poignardé. Sur ce, Julius conduit Scarlett dehors et lui demande si elle a entendu dire que Godwin est mort alors qu'il était en état d'arrestation. Elle affirme, puis Julius ajoute qu'il a enquêté sur Terren selon ses rapports, mais Kyle ne savait rien d'elle. Ils n'ont aucune piste à son sujet, donc l'enquête est complètement arrêtée. Scarlett comprend enfin pourquoi il voulait parler en privé, car il n'aurait pas pu en discuter devant ses amis. Julius remarque sa réaction et lui demande si elle voulait parler d'autre chose à la place. Scarlett répond qu'il n'y a rien dont elle veuille parler et demande s'il a autre chose à ajouter. Julius dit que ses cheveux ne sont pas encore redevenus normaux, et elle affirme, disant qu'elle prévoit de visiter une source chaude bientôt pour récupérer mentalement et physiquement. Julius lui dit que c'est une bonne idée, car elle est une ressource indispensable pour leur royaume, et elle devrait faire tout ce qu'il faut pour rester dans les meilleures conditions. Il dit qu'il ne veut pas la perdre pour une petite affaire, et Scarlett répond qu'elle ressent la même chose pour lui. Julius est pris au dépourvu par cela, et Scarlett lui dit de ne jamais faire quelque chose d'aussi imprudent que de se sacrifier pour elle. Elle dit qu'elle est heureuse que la famille royale valorise tant sa bénédiction, mais si quelque chose arrivait au futur roi à cause d'elle, elle ne pourrait jamais se le pardonner. Julius l'arrête soudainement, lui demandant s'il peut cueillir ici, et elle lui donne la permission. Julius commence à cueillir les roses en rappelant à Scarlett le moment où ils sont allés au marché ensemble. Il dit qu'il y a longtemps, ses parents se sont aussi déguisés en roturiers pour profiter du marché, et Scarlett est surprise d'entendre cela, car ils ont l'air de personnes vraiment sérieuses. Julius dit qu'ils ne sont sérieux et stricts qu'en apparence, mais qu'ils sont vraiment romantiques en privé. Il lui dit que son père, le roi, a offert à sa mère des milliers de cadeaux pour attirer son attention, mais elle s'est seulement lassée d'eux. Cependant, il lui a offert un cadeau qui a fait chavirer son cœur, et elle a dit oui pour l'épouser. Le cadeau était une couronne de roses qu'il avait faite de ses propres mains. Et maintenant Julius fait de même. Il pose la couronne de roses sur la tête de Scarlett, lui disant qu'il a besoin d'elle. Il lui dit qu'avec elle, son monde est coloré et rempli de choses merveilleuses. Mais sans elle, il est gris et fade. Il lui tient ensuite doucement le visage, disant qu'elle a volé son cœur, et le cœur de Scarlett fait un bond. Elle devient faible sur ses jambes alors que Julius s'approche et lui demande de rester avec lui pour toujours. Scarlett est encline à dire oui, mais ensuite, Julius l'appelle son jouet le plus aimé, et son humeur s'assombrit. Elle demande s'il a vraiment mis de l'amour en fabriquant cette couronne de roses, et il affirme, disant qu'il y a mis son amour pour son jouet le plus amusant. Scarlett est furieuse maintenant, mais Julius s'éloigne sans se soucier, disant qu'il n'avait pas réalisé qu'elle était aussi fascinée par les fantasmes romantiques, tout comme les autres filles de son âge. Il dit qu'il avait presque oublié qu'elle était humaine après l'avoir vue tabasser des nobles à droite et à gauche,
et qu'il n'aurait pas pu deviner qu'elle voulait une confession romantique. Scarlett ne lui répond pas, mais enfile plutôt ses gants à phalanges, demandant à Julius si elle a sa permission de le rosser. Quelques jours plus tard, Scarlett profite de la fraîche brise nocturne, tout en s'interrogeant sur la résolution de l'affaire précédente. Elle pense que la disparition de Terren et la mort de Godwin sont le signe de mauvaises choses qui vont bientôt arriver. Mais il y a aussi de bonnes choses qu'elle attend avec impatience. Scarlett lit une lettre de la Sainte Diana, qui exprime son ardent désir de la rencontrer. La sainte mentionne les fleurs qui poussent dans l'église et son souhait de discuter de nombreux sujets lors de leur rencontre. Scarlett sourit après avoir lu la lettre et elle se jure que quoi qu'il arrive désormais, elle protégera Diana. Le lendemain, Scarlett dit à Léo qu'elle veut faire un tour aux sources chaudes, mais il ne lui fait absolument pas confiance et pense que ce n'est qu'une excuse pour qu'elle aille frapper quelqu'un. Elle lui demande d'avoir un peu plus confiance en sa sœur. Mais après avoir découvert que ses vœux, avec le prince Julian, n'étaient pas des vœux de mariage comme il le pensait, il ne peut plus lui faire confiance, même un tant soit peu. Tandis que Léo continue de pester à propos de cet incident, Nanaka serre le thé et regarde la carte. Il souligne que le voyage de Scarlett aux sources chaudes est près de la cathédrale de Sainte Diana, et il lui demande si elle souhaite frapper la sainte. Léo panique soudain en entendant cela, et il réalise que Scarlett fait un voyage aux sources chaudes chaque année à cette période, et que l'itinéraire est toujours le même que celui du pèlerinage en Terre Sainte. Il exige de savoir ce que cela signifie, et Scarlett l'assure qu'elle respecte la sainte, honorée et estimée par tout le royaume, et qu'elle ne lui fera jamais de mal. Un seul regard dans les yeux de Scarlett suffit à Léo pour comprendre qu'elle est sérieuse, et il décide de lui accorder la permission pour son tour aux sources chaudes. Scarlett le remercie et dit qu'elle partira immédiatement, à leur grande surprise. Cependant, une surprise l'attend elle aussi. Alors qu'elle atteint le portail de son manoir, elle trouve Julius qui l'attend avec une calèche. Scarlett est furieuse à ce sujet, mais elle n'a aucun moyen d'éloigner Julius d'elle. Il monte dans la calèche et Julius se met à rire en entendant que Léo pensait qu'elle allait frapper la sainte. Scarlett est exaspérée et dit qu'elle aurait peut-être dû simplement dire à son frère qu'elle accompagnait le prince héritier pour une inspection de la route du pèlerinage en Terre Sainte. Cependant, Julius estime qu'il devrait le cacher plus longtemps, car Léo aurait alors la réaction la plus amusante. Julius passe ensuite à une discussion sérieuse sur les conséquences de la mort de Godwin. Il explique comment les pays voisins ont commencé à agir de manière suspecte depuis cet incident. Même au sein de leur royaume, les choses ne sont toujours pas stables après s'être débarrassés de tous les nobles corrompus. Julius dit à Scarlett qu'il pourrait y avoir des espions parmi eux, donc ils ne peuvent faire entièrement confiance à personne. Il lui prend soudainement le visage, disant qu'il ne devrait vraiment trop pas non plus tout raconter à Léo, et Scarlett est secouée par cela. Cependant, Julius tourne soudainement son visage vers la fenêtre, lui disant qu'ils ont atteint leur destination. Il voit paf les murs gigantesques entourant la ville qui abrite les quartiers généraux des deux religions majeures. Scarlett dit que c'est un peu trop exagéré et Julius est d'accord. Il explique comment le pape du pomanianisme a dit que le mur était nécessaire pour protéger la ville sainte de la souillure de l'extérieur. Mais il est presque certain que le pape voulait juste cacher la corruption qui se déroulait derrière les murs. Scarlett n'a entendu que le nom du pape Sargon qui dirige la religion poméonisme. Julius lui dit que les gens qu'il connaissent depuis les premiers jours, quand il n'était qu'un simple marchand, l'appellent l'arriviste, intrigant et manipulateur. Les yeux de Scarlett commencent à briller en entendant cela, et le prince réalise qu'elle veut déjà tabasser Sargon. Soudain, leur calèche s'arrête brusquement, et quand Julius demande au cocher ce qui se passe, celui-ci révèle que la porte de la ville a été fermée juste au moment où il allait la franchir. Le cocher demande à un garde pourquoi la porte a été fermée, et il répond que le pape Sargon a émis un ordre selon lequel personne ne peut entrer dans la ville sans la permission de l'empereur lui-même. Julius est furieux de cela, car il sait que Sargon fait cela pour empêcher le saint pèlerinage des fidèles de Diana. Il sort et dit que l'empereur rencontre actuellement les souverains d'autres pays, et Sargon doit déjà le savoir. Julius dit que si Sargon a émis un tel ordre, tout en sachant que l'empereur n'est même pas dans le pays, il doit le faire par caprice enfantin. Alors que le garde ne peut rien dire au prince, un gros bâtard hideux arrive et il est furieux que le prince tente d'insulter leur pape. Il se présente comme Jarmoth l'ogre, l'inquisiteur du pominéisme, et dit que personne ne peut insulter le chef de leur religion. Scarlett commence immédiatement à penser à quel point il serait satisfaisant de frapper ce gros bâtard qui dit à Julius qu'avec les ordres du pape, il est autorisé à faire tout ce qui est nécessaire pour arrêter les hérétiques qui nuiraient au pomanisme. Il déclare qu'il va expulser tous les hérétiques de la ville sainte, même si c'est le prince héritier lui-même, car il a l'approbation de la déesse Pomena. Julius demande si c'est le pape qui a mis en place les inquisiteurs pour cela, et Jarmoth acquiesce, ignorant que le prince tient un appareil magique pour enregistrer sa déclaration. Une fois qu'il a suffisamment de preuves que le gros dépasse les bornes, il donne à Scarlett la permission de faire ce qu'elle veut. Elle met immédiatement ses gants et se dirige vers la porte, tandis que Jarmoth se moque d'elle, disant que personne ne peut même égratigner la sainte porte. Cependant, un seul coup de poing de Scarlett suffit à réduire la porte en miettes. Tout le monde est stupéfait en voyant cela, et Jarmoth traite Scarlett de monstre.
Cependant, il réalise vite qui elle est, et, alors qu'il prononce son nom à voix haute, les soldats paniquent. Ils savent qu'ils seront absolument anéantis par la dame ensanglantée des coups, et ils s'enfuient immédiatement. Jarmoth, cependant, est déterminé à punir Scarlett pour avoir capturé Godwyn. Il brandit sa lourde masse pour l'attaquer, et Scarlett emprunte simplement une lance à un soldat qui n'a pas pu s'enfuir à temps. Jarmoth lui dit qu'une lance aussi insignifiante ne peut pas bloquer sa lourde masse, mais il s'avère que tout est possible avec Scarlett. Elle bloque l'attaque de Jarmoth et renvoie sa masse. Le frappant dans le ventre, elle pense que cela suffira à abattre le gros, mais étonnamment, il ne subit aucun dégât, car l'épaisse couche de graisse disperse tout l'impact de la masse. Blagues à part, la vraie raison pour laquelle il va toujours bien est un pendentif magique qui lui permet de guérir instantanément ses blessures. Scarlett n'est pas vraiment surprise de voir un autre pendentif magique chez ses ennemis, et Jarmoth déclare que rien ne peut lui faire de mal tant qu'il a le don de la déesse avec lui. Mais Scarlett fonce vers lui et l'envoie dans l'espace plus vite que la fusée d'Elon Musk. Elle est satisfaite de ses actions, et juste à ce moment-là, des gens de l'église du Dianisme arrivent. Ils sont menés par un paladin nommé Pargatas, qui est ravi de voir Scarlett. Il s'excuse de ne pas être venu les accueillir, elle et Julius, plutôt car ses chevaliers étaient occupés à gérer des émeutes dans différentes parties de la ville, déclenchées par les fidèles de Palmia. Scarlett pense qu'ils doivent avoir peur du pouvoir unifié des fidèles de Diana à l'approche du pèlerinage sacré, mais Julius pense qu'il pourrait avoir un autre motif. Juste à ce moment-là, un autre chevalier sacré arrive, et Pargaras est furieux de le voir, car il était absent pendant que les autres chevaliers géraient les émeutes. Le chevalier, cependant, ne lui prête aucune attention et se dirige directement vers Scarlett, disant qu'il a vu des beautés parfaites dans sa vie, mais que c'est la première fois qu'il en voit une d'un niveau supérieur. Julius s'interpose entre eux, et le chevalier demande nonchalamment s'il est le prince. Pargaras devient fou en le voyant se comporter si grossièrement, et il poursuit le chevalier jusqu'à ce qu'il le force à se soumettre. Après cela, le chevalier se présente comme Dios, le chevalier en chef de l'ordre sacré. Julius le salue poliment, mais Scarlett peut dire qu'il a déjà du mal à gérer quelqu'un d'aussi libre d'esprit que Dios. Elle salue Dios ensuite, et il lui attrape immédiatement la main, lui disant d'être sa petite amie car il est fou amoureux d'elle. Tout le monde est consterné de voir à quel point Dios peut être effronté, mais étonnamment Scarlett lui parle gentiment. Il lui demande si les différences de classe la dérangent, et elle répond qu'en tant que fille d'un noble de haut rang, il est de son devoir d'épouser une personne d'un statut social approprié. Dios commence à lui dire qu'il est un demi-elfe et que son père est en fait un noble elfe. Scarlett lui dit qu'il est un gars amusant, mais qu'elle n'apprécie pas vraiment qu'il lui tienne la main sans sa permission. Dios le remarque aussi et lâche sa main. Et au même moment, Julius arrache la main de Scarlett de sa portée. Il dit au chevalier de montrer du respect à sa partenaire, et Dios pense qu'ils sortent ensemble. Cependant, il n'est pas prêt à reculer, et dit à Julius qu'il n'aime pas recevoir d'ordre. Le reste des chevaliers est furieux contre lui, et il l'entraîne après quelques remontrances. Pargaras s'excuse au nom de cet idiot sans manière, expliquant qu'il a rejoint leur ordre de chevaliers il y a environ 1 an, mais qu'il a gravi les échelons grâce à son talent. Scarlett sent aussi que Dios est vraiment doué, et il semblait avoir remarqué qu'elle était sur le point de le frapper pour lui avoir tenu la main. Sur ce, elle demande à Julius combien de temps il compte lui tenir la main, et il la lâche immédiatement, en s'excusant. Scarlett répond que c'est bon, mais demande ensuite de quoi il parlait avec Dios. Et Julius s'éloigne en hâte, disant qu'il devrait rencontrer la sainte rapidement. Ils atteignent bientôt la cathédrale et saluent la sainte, mais ensuite, Julius demande une audience privée pour discuter de questions de haut niveau. Lui et Scarlett attendent Diana dans une salle de réunion, et Julius sait ce qui va se passer. Dès que Diana entre dans la pièce, elle se jette pour étreindre Scarlett, disant qu'elle lui a vraiment manqué. Julius l'attire, lui disant de saluer le prince d'abord, mais Diana fait une crise, lui disant d'enlever ses mains sales d'elle. Julius menace d'appeler un officiel de l'église pour les rejoindre à la réunion, et Diana devient nerveuse car elle ne veut pas perdre le temps précieux qu'elle peut passer avec Scarlett. Quoi qu'il en soit, Julius la relâche et Diana serre à nouveau Scarlett dans ses bras, qui dit qu'il devrait passer aux choses sérieuses rapidement. Elle commence à parler du saint pèlerinage qui a débuté il y a 300 ans lorsque le seigneur démon a déchaîné son armée sur leur royaume. Ils étaient incapables de se défendre, mais alors une jeune fille dotée du pouvoir d'exorcisme est arrivée sur le champ de bataille et a rapidement vaincu les démons. La jeune fille nommée Diana a ensuite érigé une barrière pour empêcher les monstres d'attaquer le royaume en utilisant des gemmes de purification. Cependant, elle est finalement morte, et les gemmes ont commencé à perdre leur pouvoir. Étonnamment, une autre jeune fille nommée Diana est apparue de nulle part en quelques années, et elle a utilisé son pouvoir pour purifier les gemmes et reformer la barrière. Le roi décida de les honorer et construisit une église en leur nom. Et bientôt, le peuple commença à vénérer les jeunes filles comme la sainte Diana. Après cela, chaque fois que la barrière s'affaiblissait, une nouvelle sainte Diana éveillait ses pouvoirs pour la restaurer. Cela les amène à l'actuelle Diana, qui aime être gâtée par Scarlett et Julius, n'est pas vraiment contente de la façon dont elle se comporte comme une enfant tout le temps.
Il lui dit qu'ils doivent être extrêmement prudents concernant le saint pèlerinage cette fois-ci, car les fidèles de Pomona peuvent leur créer des problèmes. Diana n'aime pas l'idée du défilé du pèlerinage, car elle doit rester debout toute la journée. Mais Julius lui dit de s'en accommoder. Il dit qu'ils doivent montrer à tout le monde que la sainte est en bonne santé, et cela maintiendra également l'église de Kianisme sous contrôle. Il remarque ensuite que Diana a déjà perdu ses pouvoirs, alors elle devrait au moins faire cela. Mais Scarlett l'arrête car il blesse les sentiments de la jeune fille. Diana esquisse un faux sourire en disant que c'est bon parce que Julius dit la vérité. Elle dit qu'elle se préparera pour le pèlerinage et quitte la pièce après avoir confirmé que Scarlett passera la nuit. Une fois qu'elle est partie, Scarlett dit à Julius qu'il aurait dû être plus prudent avec ses mots plus tôt, et il admet qu'il aurait dû faire mieux. Scarlett pense que Julius ne sait tout simplement pas comment gérer le cœur d'une jeune fille, mais elle sent aussi qu'il subit la pression de faire du saint pèlerinage un succès. Plus tard cette nuit-là, Scarlett dort avec Diana, lui racontant des histoires sur la façon dont elle a tabassé beaucoup d'idiots dernièrement. Diana veut être une femme forte et indépendante comme elle quand elle sera grande, et Scarlett lui demande si elle n'est pas intéressée par les garçons. Diana répond que les garçons sont dégoûtants et mal élevés. Et même si Julius est beau, c'est un salaud tordu qui la taquine toujours. Scarlett est d'accord car Julius la taquine aussi, et Diana est encore plus en colère contre lui. Juste à ce moment-là, un serviteur frappe à la porte et dit à Diana qu'il est temps pour elle d'aller dormir. Scarlett décide de prendre congé, mais avant qu'elle ne parte, Diana a une requête pour elle. Elle dit que le nom Diana est très courant, car tout le monde veut que sa fille soit la sainte. Elle voulait être appelée autrement, alors son père l'appelait Sonia en privé, et elle demande à Scarlett de l'appeler par ce nom également. Scarlett s'exécute et l'appelle Sonia avant de partir, repensant au moment où elle avait trouvé Diana en miettes après avoir découvert qu'elle ne pouvait plus utiliser ses pouvoirs. Le lendemain, un défilé est organisé pour célébrer le début du pèlerinage. Julius et Scarlett voient Diana accomplir ses devoirs de loin. Tout se déroule parfaitement bien. Quand soudain, de bruyants tirs de canon commencent à secouer l'endroit, le public panique et se met à courir ça et là, mettant la pression sur Diana et sa sainte. Scarlett sort immédiatement de la calèche et utilise ses sens aiguisés pour comprendre que le son des tirs de canon provient de l'église de Pomona. Elle utilise immédiatement le pouvoir de Chronos pour se précipiter vers l'église et Julius ne peut que la suivre, inquiet de ses actions. Scarlett atteint l'église rapidement et elle trouve une belle hallebarde sur une statue de la déesse Pomona. Elle l'apprécie, alors elle atterrit directement sur la statue, la détruisant et prenant la hallebarde pour tabasser les bâtards arrogants de l'église de Pomona. Elle se concentre un peu et trouve la source des fortes explosions dans un bâtiment derrière l'église principale. Elle utilise le pouvoir de Krinoa pour accélérer son lancer et projette la hallebarde haut dans les airs afin qu'elle puisse s'écraser comme un météore sur le bâtiment. Une énorme explosion fait sauter le bâtiment et Scarlett commence à jongler avec la tête de la statue de Pomona alors qu'elle décide d'examiner la situation de plus près. À l'intérieur du bâtiment, des membres de haut rang de l'église tentent de sortir des décombres. Ils se demandent qui leur a lancé la lance qui a enflammé toute leur poudre d'un coup et détruit leur bâtiment. Juste à ce moment-là, Scarlett arrive et révèle que c'est elle qui a lancé la lance. Les prêtres ne la prennent même pas au sérieux au début et se détournent pour reprendre leur travail. Pendant ce temps, Scarlett réalise que malgré l'explosion qui a fait sauter le bâtiment, aucun des prêtres n'est blessé. Et cela ne peut signifier qu'une seule chose. Cependant, avant qu'elle ne puisse confirmer sa théorie, l'un des prêtres la reconnaît. Tout le monde commence à paniquer, mais ils reprennent immédiatement confiance, pensant qu'ensemble, ils peuvent même battre Scarlett. Ils déclarent donc que leur mission est de se débarrasser du mal dans ce monde, et Scarlett est en tête de leur liste des personnes les plus recherchées. Ils lui disent que celui qui la jugera sera l'inquisiteur, nommé Catarle, le sage, et un vieil homme chauve et laid sort en agissant comme s'il était le personnage principal. Il dit à Scarlett qu'elle sera punie pour avoir jeté ses ordures dans l'église sacrée, mais ensuite, il remarque la tête de leur statue de déesse dans la main de Scarlett. Ses lunettes se brisent alors qu'il réalise ce que Scarlett a fait, et pour la punir. Il invoque 9 battes de baseball cloutées. Cependant, avant même qu'il ne puisse sortir toutes les battes, Scarlett l'assomme en lui lançant la tête de la statue au visage. Elle s'approche ensuite de Catarle et lui arrache son collier magique. Pendant qu'il lui demande pourquoi elle essaie de les empêcher d'accomplir leur grande mission d'arrêter le pèlerinage de Saint-Estiana. Tous les prêtres commencent à pleurer parce que Scarlett a ruiné des semaines de leur dur labeur et elle remercie simplement Catarle pour sa confession avant de l'assommer. Le reste des prêtres déclarent qu'ils se vengeront en la battant et l'un d'eux charge Scarlett avec un couteau. Elle le frappe immédiatement dans le tas de décombres et le reste des prêtres décide de s'en prendre à elle en groupe. Cependant, Scarlett en est ravie car elle a maintenant l'occasion de les blesser à sa guise sans ressentir le moindre remords. Peu après, les gardes de la ville arrivent pour voir ce qui se passe. Mais juste au moment où ils sont prêts à prendre d'assaut le bâtiment, Scarlett sort, leur disant qu'elle s'est occupée de tous les terroristes à l'intérieur, afin qu'ils puissent les arrêter en toute sécurité. Elle retourne ensuite sur la place de la ville, où des guérisseurs royaux soignent les blessés sur ordre du prince Julius. Scarlett apprécie le geste, et trouve ensuite Diana,
qui lui fait signe avec enthousiasme. Soudain, son char se brise et elle commence à tomber au sol. Scarlett panique et essaie de se précipiter vers elle, mais quelqu'un d'autre la devance. Celui qui a sauvé Diana s'avère être Léo, arrivé en ville à ce moment-là, et Diana est sous le charme, en voyant ses yeux intenses et bienveillants. Le lendemain, Sigurd rapporte à Julius que l'agitation dans la ville a été gérée calmement et que le pèlerinage a quitté les murs de la ville. Sigurd croit que les fidèles de Pomona ne pourront plus nuire au pèlerinage, mais Julius n'en est pas si sûr. Il explique que seuls les membres de haut rang savaient que lui et Scarlett venaient en ville pour s'assurer que le pèlerinage se déroulerait sans encombre, mais les Pomiens avaient un piège prêt pour eux. Sigurd réalise immédiatement que Julius soupçonne la présence d'un espion parmi eux. Julius confirme ses doutes et lui confie la mission d'infiltrer l'église de Pomona et de découvrir ce qu'ils recherchent avant que l'espion ne leur fasse plus de mal. D'autre part, Scarlett voyage avec le pèlerinage et Léo est avec elle aussi. Il exige de savoir ce qu'elle faisait dans la ville sainte au lieu de faire son tour aux sources chaudes. Scarlett répond qu'elle était en tournée, mais qu'ensuite elle a entendu parler des injustices que les Palmindes infligeaient aux fidèles de la Sainte Diana. Alors elle a décidé de les aider parce qu'elle n'était pas loin. Léo ne croit pas un seul mot de son histoire, mais il sait qu'il est inutile de discuter de la question maintenant. Au lieu de cela, il parle des témoignages des prêtres qui ont été battus et ligotés dans l'église. Ils ont dit qu'une démone aux cheveux argentés les avait battus à moitié morts et qu'ils ne voulaient plus la revoir. Alors que Julius ne pouvait s'arrêter de rire en entendant cela, Léo était mortifié, car cela ne signifiait qu'une seule chose. Cependant, Scarlett fait l'innocente, disant qu'elle n'a jamais su que les démons existaient vraiment. Elle essaie de changer de sujet en offrant des biscuits à Léo, mais il reste concentré sur les affaires. Scarlett lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle a été appelée ici pour assister le pèlerinage. Léo remarque que ce n'était pas nécessaire, et Scarlett répond que seule elle pouvait aider le pèlerinage avec ce qu'il voulait. Léo réalise maintenant que cela a à voir avec sa bénédiction, et elle ne peut pas en parler ouvertement, car le roi l'a peut-être assermenté au silence. Il décide de ne pas aborder cette question en premier, mais dit à Scarlett que, peu importe sa force, il y a des choses qu'elle ne peut pas gérer seule. Il lui prend les mains, lui disant de demander de l'aide avant de risquer sa vie, car c'est essentiel. Plus tard cette nuit-là, alors que Scarlett lit paisiblement un livre pendant que Dios sème le chaos devant elle, 2 servantes viennent solliciter son aide. Elles lui disent que Diana agite étrangement depuis hier, et Scarlett pense qu'elle doit être secouée parce que sa calèche s'est cassée et qu'elle a failli tomber par terre, ce qui est compréhensible. Cependant, les servantes lui disent que ses actions prouvent le contraire. Scarlett trouve la jeune fille gloussant et se roulant sur son lit, et elle s'inquiète pour elle. Elle décide de lui parler. Et au moment où Diana la voit, elle commence à agir de manière encore plus frénétique et agitée. Elle détourne son visage de Scarlett, qui la couvre d'une couverture, et lui demande ce qui se passe. Diana répond que chaque fois qu'elle voit son visage, cela lui rappelle son prince charmant, et tout le monde comprend immédiatement ce qui est en train de se passer. C'est évident. Scarlett aide Diana à se calmer, puis lui demande si elle est vraiment tombée amoureuse au premier regard de son frère Léo. Diana affirme timidement, et Scarlett la serre soudainement dans ses bras, disant qu'elle a bon goût, car Léo est le meilleur homme du monde entier. Elle veut les arranger ensemble, et pour cela, elle élabore le plan parfait. Une semaine après, ils arrivent à la ville de Memphis, célèbre pour ses sources chaudes. Pendant que tout le monde se détend dans les sources, Scarlett dit à Diana qu'il est temps pour eux d'exécuter leur plan, sans plus attendre. Diana est timide à ce sujet car elle pense que c'est trop soudain, mais Scarlett lui dit qu'elle doit agir si elle veut gagner l'amour de Léo. La première étape pour cela est de déguiser Diana en fille ordinaire afin qu'elle puisse inviter Léo à un rendez-vous galant. Scarlett dit à Diana que si elle montre son côté caché à Léo, il sera sûrement intéressé par elle. La sainte s'enthousiasme en entendant cela, puis Scarlett ouvre soudainement la fenêtre car elle savait que Nanaka l'espionnait depuis le début, sans relâche. Elle lui dit que puisqu'il a tout entendu, il devrait surveiller Diana et Léo lors de leur rendez-vous, et il affirme. Diana est choquée de voir le chiot parler, et une fois que Scarlett le laisse entrer dans la pièce, toutes deux commencent à le caresser avec tendresse. Scarlett révèle qu'elle savait que Nanaka la suivait sur ordre de son frère dès le moment où elle a quitté la capitale. Elle demande ensuite à Nanaka s'il a fait un plongeon dans les eaux chaudes pour se détendre, et il répond qu'il n'aime pas du tout l'eau chaude, pas du tout. Scarlett lui dit qu'elle lui donnera un bain plus tard, et Nanaka s'enfuit, embarrassée. Avant de partir, il révèle que Léo vient de finir son bain et qu'il devrait l'approcher rapidement avant qu'il n'aille se coucher, sans tarder. Diana profite de cette occasion pour aller dans la chambre de Léo et lui demande nerveusement s'il aimerait faire un tour de la ville avec elle. Léo se souvient de la conversation qu'il a eue avec Scarlett plus tôt, dans laquelle elle lui avait dit que Diana voulait agir comme une fille normale et découvrir la vie nocturne de la ville thermale, une expérience nouvelle. Elle lui avait demandé de ne pas refuser sa requête si elle lui demandait de visiter la ville avec lui, et en y pensant, Léo accepte l'offre de Diana. Scarlett voit la première étape de son plan réussir et décide de se détendre et de profiter elle-même de la vie nocturne de cette ville, pleinement. Alors qu'elle s'amuse au marché, Julius arrive et Scarlett lui dit qu'il est venu plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Elle lui demande ce qu'il fait ici alors qu'il est censé être la personne la plus occupée du royaume. C'est surprenant. Julius répond qu'il voulait profiter d'une nuit tranquille avec son jouet préféré
et Scarlett lui dit qu'elle n'est pas là pour s'amuser, mais pour une raison importante. Elle déclare qu'elle est ici pour observer les aventuriers de cet endroit avec un but précis. Julius lui dit que si certains aventuriers sont des gens désagréables, il est peu probable qu'elle trouve ici quelqu'un digne d'être frappé par ses poings. Au moment où il dit cela, il voit un aventurier brisant des pots d'un commerce local pour évacuer sa frustration parce qu'il a perdu un pari. C'est une scène chaotique. Il ne s'arrête pas même si le marchand le supplie, et Julius dit à Scarlett qu'elle a trouvé le sac de frappe du jour. Il s'approche d'abord du marchand, lui donnant une bourse, et achetant tous ses articles, y compris ceux qui sont cassés, sans hésitation. En échange, il demande la permission d'utiliser les articles restants comme bon leur semble, et le marchand est très reconnaissant de cette offre généreuse. Julius dit alors à Scarlett qu'ils ont maintenant le signal de départ, et elle brise immédiatement un pot sur la tête de l'un des gars avant de mettre ses poings américains pour les rosser. D'autre part, Léo a un frisson juste au moment où Scarlett entre en mode diable, mais son attention est détournée de cela lorsque Diana pointe un jeu de pêche au poisson rouge, une distraction bienvenue. Elle ne parvient à rien attraper parce qu'elle est maladroite, et l'avoir boudé rappelle à Léo une jeune Scarlett. Il lui tient la main et l'aide à attraper un poisson rouge, et Diana est folle de joie. Cependant, lorsque le commerçant lui demande si elle veut emporter le poisson avec elle, elle refuse, car elle sent que le poisson serait triste si elle le séparait de ses amis, ce qui est touchant. Léo lui dit qu'elle est trop gentille, et Diana ne sait pas comment répondre à cela. Quoi qu'il en soit, ils continuent leur rendez-vous, et Diana l'apprécie beaucoup. Elle trouve bientôt un magasin vendant des oreillers de chat, et comme il y a une réduction à l'achat d'une paire, elle fait aussi porter une à Léo, pour le plaisir. Après cela, elle se promène joyeusement dans le marché. Lorsque deux ivrognes viennent de la direction opposée, Léo l'attire vers lui, et lui tapote en lui disant de ne pas s'éloigner autant de lui. Diana réalise soudainement que si c'est un rendez-vous pour elle, Léo ne fait que la garder comme une enfant. Elle se fâche et lui dit de ne pas la traiter comme une enfant. Léo est surpris par cela, et s'excuse de l'avoir fait. Il explique qu'il voit une jeune Scarlett en elle, mais Diana lui dit de retirer cette déclaration car elle ne ressemble en rien à Scarlett, pas du tout. Elle dit que Scarlett est cool et fiable, et d'un autre côté, elle n'est qu'une paysanne maladroite. Léo s'agenouille devant elle, lui disant que ce n'est pas vrai car elle fait un excellent travail en tant que sainte malgré son jeune âge. C'est admirable. Il lui dit qu'elle est un atout important pour le royaume, et Diana se sent obligée de lui révéler la vérité sur la perte de ses pouvoirs. Cependant, juste à ce moment-là, il entend une agitation à proximité et est distrait, et l'instant d'après, un chevalier arrive pour l'informer de ce que Scarlett est en train de faire. Une situation inattendue. Léo se précipite pour voir ce que Scarlett fait, et dit au chevalier d'escorter la sainte jusqu'à sa chambre. D'autre part, Dios et d'autres chevaliers patrouillent également le marché lorsqu'un marchand leur offre des collations, une petite pause. Dios prend les collations mais Pargaras lui retire l'assiette, car ils sont en service en ce moment. Dios fait l'idiot et se précipite dans un coin en disant qu'il veut vérifier un autre stand, mais il en profite pour lire une note secrète qu'il a reçue du marchand. Un message discret. Pendant ce temps, dans le royaume de Vanquish, le prince Hal est occupé à s'entraîner lorsqu'un inquisiteur de l'église de Palmia vient lui demander son aide concernant une affaire importante. Quelques jours plus tard, un conseil de l'église Palmian est convoqué pour discuter des incidents récents entourant le pèlerinage de Saint-Estiana, une réunion cruciale. Les officiels de l'église exigent des réponses des inquisiteurs, leur demandant pourquoi ils n'ont pas réussi à arrêter le pèlerinage alors que c'était la mission divine que leur avait confiée la déesse Pomia. Les gens commencent à crier et à s'engueuler lorsque le pape Sargon dit à tout le monde de se calmer, car il n'y a pas besoin de s'énerver autant pour cette affaire, c'est inutile. Il leur dit qu'il a déjà placé un espion parmi les partisans de Diana, et que cela suffira à les faire tomber. Cependant, alors que le gros et laid bâtard rit de son plan diabolique, il ne réalise pas que Sigurd a déjà infiltré l'église palméenne en tant que chevalier, et qu'il a tout entendu, chaque mot. Pendant ce temps, le pèlerinage est toujours en cours, et aujourd'hui, Diana et ses partisans doivent monter une colline pour atteindre l'un des cristaux de purification. Diana manque d'endurance à mi-chemin et commence à maudire quiconque a pensé que c'était une bonne idée de placer le cristal de purification au sommet de la colline, une idée absurde. Scarlett l'encourage à continuer d'avancer, mais ces mots n'ont pas autant d'effet que ceux de Léo, qui tient la main de Diana et demande s'il devrait m'en refaire une pause si c'est trop pour elle. Diana devient rouge écarlate en entendant cela. Et dans son état d'excitation, elle lui dit qu'elle peut grimper la colline toute la journée sans s'arrêter, c'est incroyable. Les chevaliers de l'ordre sacré sont derrière elle, et Pargaras commence à les gronder d'être si lents alors qu'ils sont censés protéger la sainte. Scarlett dit à Pargaras d'être indulgent avec les chevaliers, car elle sait qu'il n'est pas facile de monter une colline en armure complète tout en restant vigilant en même temps, c'est un défi. Elle les appelle tous des héros et dit qu'ils feront sûrement tout en leur pouvoir pour sauver la sainte le moment venu. Les chevaliers sont séduits par son acte et ils commencent à l'appeler une déesse, alors qu'ils reçoivent un regain d'énergie et commencent à avancer à toute vitesse, avec une nouvelle détermination. Cependant, juste au moment où ils partent, Julius arrive pour taquiner Scarlett sur le fait qu'elle agit comme une jeune femme innocente. Il dit qu'elle pourrait être une méchante vu la facilité avec laquelle elle les manipule, et Scarlett Loki prend cela comme un compliment, sans sourciller. Alors qu'ils commencent à avancer, elle dit à Julius que s'il pense qu'elle restera toujours une fille au cœur pur, il se trompe. Cependant, il dit que personne ne peut croire que la noble femme chien enragé ait jamais eu un cœur pur. C'est impensable. Scarlett ne prend aucune offense à ce qu'il utilise ce surnom,
Et en retour, elle l'appelle sa finesse royale, qui est le surnom que toutes les chiennes assoiffées des fêtes nobles utilisent pour lui. Julius est surpris d'apprendre que Léo a dit à Scarlett ce surnom embarrassant, et juste à ce moment-là, Dios arrive, de manière inattendue. Il dit à Scarlett qu'elle a l'air vraiment à l'aise et joyeuse quand elle parle avec le prince. Elle ne le prend pas au sérieux et dit qu'il est plus athlétique qu'il n'y paraît, ce qui rend Dios heureux. Il se vante que les forêts et les montagnes sont pratiquement son jardin, car il est un demi-elfe, et Scarlett lui dit qu'elle est légèrement impressionnée par lui, juste un peu. Dios fait une crise de colère à ce sujet et demande comment il peut l'impressionner davantage. Et au même moment, une mouche commence à la déranger. Julius réalise ce qui va se passer dans un futur proche, alors il va voir Léo et lui dit d'aller de l'avant, sans les trois autres, pour éviter les ennuis. Pendant ce temps, Dios ne cesse de demander à Scarlett une chance de montrer son skibidi, mais toute son attention est portée sur la mouche agaçante. Alors que la mouche se dirige vers Dios, elle se retourne soudainement pour l'attaquer, et le chevalier dragueur recule d'un pas, surpris. Il ne comprend pas ce qui se passe, alors que Scarlett pointe sa paume vers la mouche et utilise un puissant sort de vent pour l'envoyer voler, ainsi que la mouche de taille humaine qui l'agaçait encore plus. C'est impressionnant. Peu après, le groupe atteint le sommet de la colline où le cristal de barrière est installé. Léo est choqué de voir à quel point il est devenu sombre en un an après avoir absorbé toute la corruption, c'est une vision inquiétante. Quand il remarque Scarlett se dirigeant vers les tentes, il s'arrête parce qu'elle va à la tente, où la sainte est censée changer ses vêtements, et Scarlett répond qu'elle va à la bonne tente, parce qu'elle est aussi une sainte, c'est une révélation. Léo est stupéfait en entendant cela, et quand un serviteur appelle Scarlett une sainte, il est encore plus choqué. Il arrête sa sœur et exige une explication, mais elle attend que Julius arrête de rire et donne la permission de révéler un secret national. Une situation tendue. Une fois qu'elle obtient la permission, Scarlett dit à Léo qu'il y a deux saintes dans la religion du dianisme. Bien que le monde n'en connaisse qu'une, elle explique que depuis la troisième sainte Diana, il y a eu deux saintes qui travaillent en équipe pour purifier les cristaux. C'est une tradition. L'une des saintes purifie le cristal, tandis que l'autre stabilise la barrière. Mais comme Diana n'a plus le pouvoir de le faire maintenant, la responsabilité incombe à Scarlett. Elle se change en vêtements de sainte et s'approche du cristal de purification pour y utiliser le pouvoir de Cornoa avec détermination. Elle remonte le temps et efface les impuretés absorbées par le cristal, laissant tout le monde stupéfait. Julius dit à Léo que le pouvoir de remonter le temps est le don le plus rare que l'on puisse obtenir de Cronoa. Et la famille royale voulait protéger Scarlett de tout danger, c'est pourquoi. C'est pourquoi ils ont gardé ces pouvoirs secrets du monde. Léo comprend enfin pourquoi la famille royale était si intéressée par sa sœur violente, et il croit que c'est aussi la raison pour laquelle Julius l'accompagne toujours, sans cesse, partout où elle va. Une fois la purification terminée, Scarlett se dirige vers la tente de changement, quand Diana vient lui dire à quel point elle était incroyable. Scarlett remarque que quelque chose semble étrange chez elle, et Diana révèle qu'elle se sent coupable de n'avoir rien pu faire. C'est une confession. Scarlett la serre doucement dans ses bras, promettant qu'elle fera tout pour lui rendre son pouvoir, mais aucune d'elles ne remarque Dios qui les observe attentivement. Plus tard, cette nuit-là, Julius reçoit un rapport de Sigurd concernant la taupe que le pape Sargon a placée, une information cruciale. Le lendemain, Julius continue d'y penser, alors qu'ils se dirigent vers leur prochaine destination, une ville située dans l'extrême nord. Scarlett est entièrement couverte de la tête aux pieds, car elle ne supporte pas bien le froid. Et quand Julius lui en demande la raison, elle répond qu'elle ne peut pas ressentir le frisson de frapper quelqu'un quand ses mains sont engourdies par le froid, c'est un problème. Il lui demande d'attendre juste un peu jusqu'à ce qu'ils atteignent la ville, car ils y recevront un accueil vraiment chaleureux. Mais à leur grande surprise, les rues sont vides, et les gens ferment leurs fenêtres dès qu'ils voient le pèlerinage, c'est étrange. Scarlett demande à Julius si c'est l'accueil chaleureux dont il parlait, et il n'a aucune idée de la situation non plus. Juste à ce moment-là, le maire de la ville arrive et Julius lui demande ce qui se passe, c'est une interrogation. Le maire dit à Julius qu'il y a une sorcière dans son groupe qui a trompé tout le monde en leur faisant croire qu'elle est une sainte. Il pointe Diana du doigt en disant cela, et les chevaliers sont prêts à séparer la tête du semi-homme de son corps à l'instant même, une menace sérieuse. Le maire cependant insiste et dit que le saint pèlerinage n'est qu'une excuse pour Diana d'extorquer de l'argent aux villes qu'elle traverse. Il refuse de lui donner quoi que ce soit, et Palgaras se calme pour expliquer qu'il ne demande qu'un petit don pour que le pèlerinage puisse continuer, c'est une simple requête. Léo se joint également à la conversation, disant au maire que le montant donné au pèlerinage provient de l'argent des impôts et qu'il appartient au pays. Il dit au semi-homme que s'il tente d'arrêter la progression du pèlerinage, un désastre s'abattra sur le pays comme cela s'est produit par le passé, c'est une mise en garde. Le maire se moque de lui et dit qu'il ne se soucie pas de ce que dit l'histoire car sa ville sera à l'abri de tout, car ils ont obtenu la protection d'un véritable saint. Ils présentent immédiatement leur nouveau saint, qui s'avère être nul autre que Taron, une surprise. Taron salue Scarlett, disant que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, et Scarlett remarque que la dernière fois qu'ils se sont vus, elle lui a cassé son vilain nez. L'assistant de Teren se fâche, et dit à Scarlett qu'elle paiera pour s'être mêlée de lui, c'est une menace. Elle ne sait même pas qui est ce clown, et Julius l'informe qu'il est le fils du pape Sargon, mais qu'il a un visage oubliable donc ce n'est pas la faute de Scarlett. Il lui dit que ce clown faisait partie des personnes qu'elle a battues à la fête de Kyle, et Scarlett est prête à recommencer, sans hésitation.
Terren s'impatiente en entendant cela, et elle vaporise une poudre hypnotisante devant elle, transformant tous ses gardes en admirateurs inconditionnels pour elle. Ils sont prêts à tout faire pour elle. Et Julius le remarque juste au moment où la poudre l'atteint, c'est alarmant. Il dit à tout le monde de ne pas respirer cette poudre s'ils veulent garder leur lucidité. Scarlett demande à Terren si c'est ainsi qu'elle contrôle Kyle aussi, et elle affirme. Scarlett dit qu'elle a toujours pensé que même Kyle n'était pas assez stupide pour rompre avec elle publiquement, mais le pouvoir de Terren explique tout, c'est une révélation. L'esprit délirant de Terren pense que Scarlett aime toujours Kyle malgré leur rupture, et elle commence à rire d'elle, disant qu'elle le mérite. Scarlett n'est même pas agacée par cela, et elle demande simplement à Terren si son pouvoir fonctionne sur les femmes, une question pertinente. Terren répond que ce serait gay si son pouvoir charmait les femmes, et c'est tout ce que Scarlett voulait savoir. Elle met ses poings américains et se prépare à tabasser Terren, qui prend peur et ordonne à ses hommes de tuer Scarlett immédiatement sans pitié. Julius et d'autres se précipitent à sa défense, et pendant ce temps, Scarlett commence à lancer un sort pour annuler la poudre hypnotisante. Cependant, le fils du pape utilise un sort pour la faire taire et annuler son sort, une contre-attaque rapide. Juste avant d'ordonner à des mages de maîtriser Scarlett, il lance un sort pour l'attacher avec des chaînes de fer. Et le clown dit qu'après avoir été battu par elle la dernière fois, il est venu préparé. Malheureusement pour lui, Scarlett connaissait sa faiblesse bien avant lui. Elle est donc prête pour cette situation, c'est une surprise. Les chaînes qui la retenaient se brisent soudainement, car ses boucles d'oreilles sont en fait un objet magique protecteur. Elle s'élance alors en avant, assommant le clown d'un seul coup de poing et faisant tomber les lanceurs de sorts avec lui, c'est une démonstration de force. Le reste des gardes l'attaquent, mais ils ne font pas le poids face à la puissance brute et à la vitesse de Scarlett. Elle les abat sans effort, puis se dirige vers Terren qui demande à son garde du corps de la protéger. La Dominating Mommy lui dit de se détendre alors qu'elle sort son fouet et commence à le faire tournoyer en se présentant comme membre de l'Inquisition, une entrée dramatique. Scarlett esquive facilement toutes ses attaques, puis la renverse d'un coup de pied, faisant tomber Terren au sol de peur. Scarlett grimpe ensuite sur elle, disant qu'elle aurait dû lui aplatir complètement le visage la dernière fois qu'elles se sont rencontrées, c'est une menace sérieuse. Elle se prépare à finir ce qu'elle n'avait pas pu faire cette fois-là, mais son coup de poing est bloqué par une barrière. Scarlett est choquée de voir cette barrière qui est exactement comme celle que Diana pouvait créer avant que ses pouvoirs ne disparaissent, alors qu'elle se demande ce qui se passe ici. C'est un mystère. Elle entend le cri de Diana et trouve Dios la tenant en otage. Palgaras lui demande ce qu'il fait bon sang, et Dios répond qu'il voulait rester en dehors de cette affaire, mais qu'il ne peut pas permettre que Terren soit blessé, c'est une déclaration surprenante. Il pointe son couteau sur Diana, révélant qu'il est en fait un espion de l'église Palmian. Et en plus de cela, il est l'un de leurs inquisiteurs. Tout le monde commence à le traiter de traître, mais Dios n'est pas dérangé par cela, il reste impassible. Il propose d'échanger des otages pour régler l'affaire pacifiquement, et Palgaras répond qu'ils ne font pas d'échange avec des terroristes. Cependant, alors que Dios touche la gorge de Diana avec sa lame, Léo panique et accepte l'échange. C'est une décision difficile. Scarlett s'éloigne immédiatement de Terran, et Dios lâche Diana, disant qu'ils gagnent tous dans cette situation. Léo se précipite immédiatement pour serrer Diana dans ses bras, lui disant qu'elle est en sécurité maintenant, enfin. Une fois en sécurité, Taron se moque de Scarlett pour ne pas l'avoir frappée cette fois-ci, puis invoque une tempête pour disparaître de l'endroit aux côtés de Dios. Scarlett manque d'énergie dès que son ennemi est parti et elle tombe à genoux, épuisée. Julius se précipite à ses côtés et Scarlett s'effondre dans ses bras après avoir dépensé trop d'énergie. Il lui demande de bien se reposer car il va s'occuper des choses maintenant, mais elle lui demande de lui laisser le coup de grâce, c'est sa volonté. Dans ses rêves, Scarlett se retrouve marchant sur des nuages. Elle se demande où elle est quand Krinoa, le dieu du temps, l'appelle. Scarlett s'incline pour le remercier de l'avoir béni, et il est surpris car il ne l'a vu que battre des gens chaque fois qu'il regarde la Terre, c'est une observation amusante. Cependant, son désir de se battre pour le bien commun est la raison pour laquelle il l'a convoqué. Krinoa ordonne à Scarlett d'aider Diana à récupérer ses pouvoirs qui ont été volés par la déesse Palmia et sa grande prêtresse, une mission importante. Il commence alors l'histoire en détail, révélant que Palmia a volé les pouvoirs de Diana parce qu'elle est amoureuse de lui. Scarlett est choquée d'entendre cela, mais Cranella lui dit que Palmia a toujours été une femme jalouse et qu'elle n'aime pas quand il donne ses bénédictions aux humains. C'est une explication. Elle était vraiment furieuse quand il a béni Diana et Scarlett, alors elle a voulu leur retirer leur pouvoir. Cependant, les dieux n'ont pas le droit d'interférer directement avec le royaume des mortels. Elle a donc créé une réplique d'elle-même en utilisant ses cheveux, afin de pouvoir non seulement utiliser ses bénédictions, mais aussi exercer son autorité de déesse sur Terre, ce qui était une ruse ingénieuse. Cependant, elle ne put créer qu'un corps vide, et pour l'Empire du Nam, elle choisit une jeune fille issue du monde moderne. C'est ainsi que Terran est née, et elle agit désormais comme la représentante directe de Palmia dans le royaume des mortels, une mission de la plus haute importance. Son objectif est de détruire les vies de Scarlett et Diana, car elles ont reçu les bénédictions de Kronoa, et Palmia ne s'en soucie guère, même si cela doit anéantir le royaume entier. Scarlett est furieuse en entendant cela, et fait remarquer que la déesse ressemble à une vraie garce, et Chronos ne peut que lui donner raison, partageant son avis. Il envoie une orbe lumineuse vers Scarlett, et alors qu'elle la saisit, elle se transforme en montre de poche. Chronos lui dit que si elle agite cette montre de poche devant Terran, elle pourra extraire le pouvoir de Diana de son corps, une méthode plutôt inattendue. Il lui offre ensuite un autre cadeau, retirant la coloration noire de ses cheveux, et augmentant ses pouvoirs à leur limite maximale. Il demande à Scarlett si elle aimerait les tester immédiatement, et pour cela, il invoque des sacs de frappe portant les visages des nobles corrompus, une cible parfaite.
Scarlett est ravie d'utiliser ses capacités améliorées pour démolir les sacs de frappe, mais elle est encore plus excitée à l'idée d'employer ce pouvoir dans la vraie vie. Pendant ce temps, Diana se remémore son enfance, des souvenirs lointains. Avant qu'elle n'éveille ses pouvoirs de sainte, elle était une simple fille de village qui venait de se disputer avec sa meilleure amie. Cette nuit-là, sa mère lui lut une histoire sur la sainte, et la jeune Diana était curieuse d'en savoir plus à son sujet, ce qui était tout à fait naturel. Sa mère lui dit que la sainte était une fille gentille, qui protégeait son peuple. La petite Diana pensait qu'elle ne pourrait jamais être comme la sainte, car elle s'était disputée avec sa meilleure amie. Et tandis que sa mère lui en disait plus sur les pouvoirs de la sainte, Diana s'endormit paisiblement. Dans ses rêves, elle se retrouva flottant haut, au-dessus des nuages, et la sainte originelle était également présente. Diana ne savait pas ce qui se passait, mais la sainte lui transféra son pouvoir, lui disant d'utiliser ce don pour protéger le monde, une tâche immense. Diana ne parvenait toujours pas à comprendre ce qui se passait dans son rêve, mais alors que le pouvoir fusionnait avec son corps, elle se réveilla. Elle essaya immédiatement de tester sa nouvelle capacité et découvrit qu'elle pouvait l'invoquer à volonté. Elle se précipita dehors, excitée, pour annoncer à ses parents qu'elle avait éveillé ses pouvoirs et était devenue la nouvelle sainte Diana. Mais personne ne la crut, malheureusement. Ils lui dirent de bénir les récoltes si elle avait vraiment des pouvoirs, et Diana, irritée, créa une barrière magique pour prouver à tous qu'elle était la véritable sainte. Ses parents furent stupéfaits et extrêmement fiers en même temps, un mélange d'émotions. Et ils se rendirent immédiatement au village pour annoncer la grande nouvelle à tout le monde. Diana était heureuse de toute l'attention qu'elle recevait, sans même réaliser que sa vie serait complètement transformée après ce jour, pour le meilleur ou pour le pire. Le lendemain, elle trouva tout le village agenouillé devant sa maison pour la saluer. Diana appréciait cette influence et s'avança pour les accueillir. Elle aperçut sa meilleure amie dans le groupe et alla immédiatement s'excuser pour la grosse dispute qu'elles avaient eue plus tôt, mais son amie répondit timidement qu'elle ne méritait pas d'excuses de la part de la sainte, ce qui la surprit. Diana fut choquée de voir à quel point tout le monde la traitait différemment, et puis les officiels de l'église du dianisme arrivèrent pour la prendre en charge. Diana fut consternée quand même, ses parents ne s'opposèrent pas à l'idée de l'envoyer loin, et elle sentit qu'elle aurait dû garder ses pouvoirs secrets, une erreur regrettable. En chemin, les nonnes lui dirent que la précédente sainte était décédée, et Diana hérita de son pouvoir, ainsi que de son devoir de protéger le royaume. Diana sentit que personne ne voulait plus de la simple fille de village et décida de se consacrer à la sécurité de leur royaume, une lourde responsabilité. Lors de son premier jour à l'église, elle rencontra Scarlett, qui n'était pas beaucoup plus âgée qu'elle. Diana fut charmée par l'élégance et la grâce naturelle de Scarlett, et avec son soutien, elle commença à remplir ses devoirs de sainte, avec une certaine aisance. Une nuit, alors que les deux jeunes filles passaient la nuit ensemble, Diana demanda à Scarlett comment elle était si douée en tout, même si elles avaient un âge similaire. Elle se mit à pleurer, se considérant comme une paysanne inutile, sans aucun talent particulier. Mais Scarlett essuya ses larmes, lui disant qu'elle ne devait pas sous-estimer la joie qu'elle apportait à tout le monde. Elle dit à Diana que son cœur pur inspirait les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes, et que ce n'était pas le pouvoir hérité de la sainte, mais bien son propre caractère, une qualité précieuse. Diana ne pouvait pas croire les paroles de Scarlett, car elle était pleine d'anxiété et de confusion. Elle sentait que Scarlett disait juste des choses pour l'apaiser, et elle commença à être jalouse de sa maturité. De retour au présent, Diana est assise seule dans sa chambre, quand Julius la convoque dans la pièce où Scarlett est toujours inconsciente, un moment de tension. Diana vérifie l'état de Scarlett, mais au lieu de répondre à sa question, Julius la fixe froidement, lui faisant réaliser qu'il connaît son sale secret. Julius dit qu'ils ont interrogé un haut fonctionnaire de l'église de Pomona, et il a révélé que les deux personnes divulguant des informations sensibles sur l'église du dianisme étaient Dios et Diana, une révélation choquante. Diana confesse qu'elle a vendu des informations à l'église poméenne, et que c'est la raison pour laquelle leur pèlerinage a été attaqué. Elle demande à Julius s'il va l'arrêter maintenant, et il soupire en répondant que l'arrêter ne mènera qu'à davantage de problèmes, une situation délicate. Il ne peut pas arrêter la sainte, car cela provoquerait un grand chaos, et de plus, Scarlett ne serait pas contente si elle découvrait que Diana a été arrêtée pendant qu'elle était inconsciente. Julius dit à Diana qu'elle restera libre jusqu'à la fin du pèlerinage, mais avant de la laisser partir, il a une condition. Il veut savoir pourquoi elle a trahi son propre peuple. Diana est sur le point de lui donner la raison quand une lumière aveuglante les laisse sans voix. Dehors, Léo et les autres sont également stupéfaits en voyant le pilier de lumière situé dans la même direction que le cristal de purification, un phénomène étrange. Il s'avère que la lumière a été libérée lorsque Terran a détruit le cristal de purification. Elle est satisfaite de ses actions et dit à ses partisans que la lumière de la déesse Palmia continuera de briller intensément sur eux pour toujours. Cependant, Nanaka l'espionne, et il se demande pourquoi les Poméens iraient Natier jusqu'à briser les cristaux de purification. Pendant ce temps, deux hommes apparaissent de la foule des partisans de Taren et s'agenouillent devant elle, louant sa beauté et son pouvoir avec une grande dévotion. Taren salue les deux hommes, qui sont des inquisiteurs de haut rang de l'église, et ont amené une escouade de paladins de l'empire voisin d'Elrond. Ils discutent de la façon dont un autre inquisiteur est allé à l'empire vaincu pour négocier. Mais comme il n'est pas encore revenu, c'est sûrement que les négociations ont échoué, ce qui est une mauvaise nouvelle. Heureusement, ils ont également obtenu le soutien de la nation de Falconia. Et maintenant, ils ont assez de force pour abattre n'importe quel pays du continent. Le narcissique dit au Kakashi de Walmart que Vanquish et la Palestine se sont battus pendant des générations, donc Vanquish ne laissera pas passer la chance de gagner la guerre pour toujours, ce serait impensable. Nanaka panique en entendant cela et se précipite pour informer Scarlett de cette affaire, mais les inquisiteurs le repèrent.
Teren leur dit qu'elle s'occupera elle-même du rat et active son pouvoir, envoyant sa brume de lavage de cerveau vers Nanaka, qui ne parvient pas à retenir son souffle à temps, malheureusement pour lui. Alors que Nanaka tombe au sol et commence à perdre connaissance, il s'excuse auprès de Scarlett, tandis que Teren lui sourit d'un air narquois. De retour en ville, Léo dit à Julius que le cristal de purification a été détruit à cause du pilier de lumière et qu'en conséquence, la barrière autour de la ville a disparu, ce qui est très grave. Peu après, une immense horde de monstres a été aperçue se précipitant vers la ville et Léo craint qu'il n'arrive d'ici 1 heure. Il dit à Julius qu'il y a des milliers de monstres dans la horde, ce qui est inhabituel, car les monstres ne se rassemblent jamais en si grand nombre, c'est une menace sans précédent. Il dit que les soldats de la ville ne tiendront pas longtemps contre la horde de monstres et demande à Julius ce qu'ils devraient en faire. Julius lui ordonne de rassembler immédiatement les paladins, à qui il ordonne d'évacuer tous les citoyens, sans perdre un instant. À ce moment-là, Sigurd arrive en courant avec une autre nouvelle choquante. Il dit à Julius que les nations d'Elrond et de Falcone ont déclaré la guerre à leur royaume et que leurs armées se dirigeront vers les villes frontalières au moment même où il parle, une situation des plus critiques. Il demande à Julius de se rendre immédiatement à la capitale, et le prince réalise que c'est la meilleure décision à prendre dans le scénario actuel. Il demande à Léo de gérer l'évacuation et aussi de ramener Diana à l'église pour sa sécurité. Tandis qu'il retourne à la capitale pour superviser les préparatifs de guerre, il jette un regard vers la fenêtre de la chambre de Scarlett avant de partir, et Diana se demande ce qui se passe dehors. Elle s'agenouille près du lit de Scarlett, pensant que les choses n'auraient pas dû se passer ainsi, c'est une catastrophe. Elle se souvient du moment où Scarlett lui avait dit que son esprit positif inspirait les autres, et maintenant ces mots lui semblent encore plus faux. Elle commence à pleurer, pensant qu'elle allait blesser la personne qu'elle aimait le plus au monde simplement parce qu'elle était jalouse, une erreur impardonnable. Soudain, elle entend un grand bruit venant de derrière la porte. Et quand elle se retourne, elle y trouve Dios. Il lui demande pourquoi la sécurité est si laxiste, et où sont Julius et les autres. Diana est furieuse en le voyant, et elle déclare qu'elle ne va plus agir comme espionne pour les Palmiens, c'est terminé. Dios lui demande si elle a déjà oublié la raison pour laquelle elle a trahi son peuple, et rejoint les Poméens en premier lieu, et Diana se souvient encore vivement de ce jour maudit. C'était le jour où les nonnes ont confirmé que Diana avait perdu son pouvoir. Et même le bâton sacré de la sainte ne pouvait pas les lui rendre, une perte irréparable. Elles avaient perdu toute foi en elle et espéraient que la prochaine sainte apparaîtrait bientôt. Diana était si frustrée qu'elle était sur le point de briser le bâton quand Dios apparut soudainement de nulle part. Elle eut peur du paladin à l'air menaçant, mais Dios lui dit qu'il savait qu'elle avait perdu son pouvoir et qu'il était là pour l'aider à les retrouver. Une proposition inattendue. Diana ne le crut pas, alors Dios brisa un petit cristal et une barrière apparut devant lui. Diana reconnut immédiatement cela comme son pouvoir. Puis Dios révéla qu'il était un espion de l'église Palmian. Une confession surprenante. Il dit à Diana que Théran lui avait donné le cristal de barrière, grâce auquel il pouvait utiliser le pouvoir de la sainte, et si elle utilisait ces cristaux, elle aurait l'impression de n'avoir jamais perdu son pouvoir non plus. Diana commença à réfléchir à la façon dont elle pourrait sauver le royaume en utilisant son pouvoir, et puis Dios lui dit qu'elle devrait lui donner des informations sur l'église du dianisme pendant 1 an, en échange de son aide, une proposition risquée. Diana refusa de trahir son peuple, mais Dios promit qu'il pourrait restaurer son pouvoir pour de bon, et que cela l'aiderait à protéger. Diana tomba dans le piège de ses paroles astucieuses et accepta de devenir une espionne, à la condition qu'il n'utilise pas les informations pour blesser qui que ce soit. Une décision lourde de conséquences. De retour au présent, Diana dit à Dios qu'elle ne travaillera plus avec les Poméens. Il répond que si elle s'arrête maintenant, tout son dur labeur sera gaspillé. Mais Diana est prête à accepter ce résultat, plutôt que de trahir les gens qu'elle aime profondément. C'est une question de principe. Elle sort une dague, disant à Dios qu'elle se battra pour son peuple, tout comme Scarlett, mais il ne la considère même pas comme une menace. Il déclare qu'il tuera les personnes qui la lient dans ce cas, et se dirige vers Scarlett, mais Diana le charge avec la dague, pleine de détermination. Dios la désarme facilement, mais Diana continue de le frapper, disant qu'elle ne laissera personne blesser Scarlett. À ce moment-là, la conscience de Scarlett revient, et la première chose qu'elle fait après s'être réveillée est de frapper Dios à travers le mur et dans la forêt, avec une force incroyable. Elle considère cela comme son étirement de réveil, puis souhaite un bon matin à Diana. Au même moment, Julius et Sigurd se précipitent vers la capitale. Julius croit que les Palméens sont impliqués derrière la déclaration de guerre des deux pays contre eux, c'est une certitude pour lui. Il sent que l'Empire vaincu pourrait saisir cette chance et les attaquer en profitant de la situation, et il commence déjà à élaborer une stratégie pour gérer cela. À ce moment-là, il voit un cavalier dragon venir vers eux, et demande immédiatement à Sigurd s'il a un mouchoir blanc, car il pourrait avoir besoin de se rendre tout de suite, une pensée alarmante. Cependant, le cavalier dragon descend immédiatement et s'excuse d'avoir traversé la frontière sans permission. Il se présente comme Jin, le vice-capitaine des cavaliers dragons, et remet une lettre du prince Hal à Julius, un message important. D'autre part, deux paladins ligotent Dios, qui essaie toujours de se sortir de la situation par la parole. À ce moment-là, Scarlett arrive et dit au paladin de la laisser seule avec Dios, car elle a besoin de l'interroger, c'est une affaire personnelle. Dios essaie d'utiliser cette chance pour couper ses cordes et s'échapper, mais Scarlett était préparée à cela, et elle utilise ses pouvoirs de manipulation du temps pour rejoindre la corde et le capturer à nouveau. Elle dit à Dios que Diana lui a tout raconté sur leur accord et les informations qu'elle a données aux Palmiens, sans rien omettre. Dios demande à Scarlett si elle veut connaître des informations secrètes sur l'église Palmian de sa part, mais elle veut juste connaître ses véritables intentions.
Elle lui rappelle que lorsque le char de Diana s'est effondré pendant la procession, il s'est précipité pour la sauver, un acte de bravoure. Scarlett fait remarquer que son expression ressemblait exactement à celle de Léo quand il s'inquiétait pour elle. Dios décide de révéler son plus grand secret et dit à Scarlett que Diana est en fait sa demi-sœur, une révélation inattendue. Il a menti à tout le monde en affirmant que son père était un elfe et sa mère une humaine. La vérité est que lui et Diana partagent le même père, mais elle ne le sait pas. Il dit qu'il y a quelques années, il est allé voir son père irresponsable qu'il avait abandonné, lui et sa mère, une histoire triste. Cependant, avant qu'il ne puisse confronter le vieil homme louche, il a vu la mignonne Diana, et il a été instantanément charmé par elle. Dios commence à se tortiller comme un ver de terre, en disant à Scarlett que sa petite sœur est la plus mignonne, et quand elle a perdu son sourire, il n'a pas pu supporter cela. C'était insupportable. Il a rejoint l'église Palmian, et est devenu un espion parce que Taron lui avait promis qu'il y avait un moyen de restaurer le pouvoir de Diana. Cependant, maintenant que Diana lui a dit qu'elle ne se souciait pas du retour de son pouvoir, il n'a plus aucune raison de rester loyal envers les Palméens, c'est une évidence. Il décide de se retourner contre eux et donne à Scarlett une lettre contenant des informations top secrètes sur l'église palméenne. Cependant, elle est exaspérée par son attitude et détruit la lettre. Dios panique et lui dit que sans la lettre, personne ne croira sa parole. Mais Scarlett le saisit par le col, lui disant qu'une simple lettre ne convaincra personne de toute façon, c'est une vérité. Elle dit que ses actions ont blessé beaucoup de gens, y compris Diana, et s'il veut expier ses péchés, il doit être honnête et agir avec son cœur. Elle lui dit ensuite qu'elle a parlé à Diana plus tôt et lui a dit qu'elle devait prendre la responsabilité de ses actions, c'est essentiel. Diana a accepté d'admettre ses crimes à tout le monde et d'accepter sa punition. Et Scarlett dit à Dios que sa sœur est bien plus forte qu'il ne le pense. De retour en ville, Léo utilise sa capacité de clairvoyance pour voir que les monstres se dirigent toujours vers eux sans relâche. Pendant ce temps, les paladins aident tout le monde à évacuer, et Diana calme les enfants paniqués. Léo dit aux paladins de se dépêcher, car ils doivent partir pour la capitale avant le coucher du soleil. Bientôt, leur convoi quitte la ville, et à la tombée de la nuit, ils installent leur campement près d'un lac, pour la nuit. Scarlett prend un moment seule pour réfléchir à tout ce qui s'est passé pendant qu'elle était inconsciente. Le cristal de purification a été brisé, des monstres ont attaqué le royaume, et maintenant 2 de leurs voisins ont déclaré la guerre, c'est une situation chaotique. Elle regarde la montre que le dieu crânois lui a donnée et pense à quel point elle voulait restaurer le pouvoir de Diana avant toute autre chose. Cependant, elle a maintenant des choses plus urgentes qui doivent être faites en premier, c'est une priorité. Soudain, Julius surgit des buissons à côté d'elle et Scarlett est surprise en le voyant. Elle demande pourquoi il est ici, alors qu'il était censé se précipiter à la capitale. Et il répond qu'il est allé à la capitale, a terminé un travail important et est revenu en hâte pour la voir, c'est une surprise. Il lui demande si elle veut jouer à la balle pour détendre l'atmosphère et Scarlett trouve cela étrange. Elle dit qu'il a dû travailler dur et demande s'il veut des caresses sur la tête. Julius fait soudainement pousser des oreilles de chiot en entendant cela, mais elles disparaissent immédiatement alors qu'il dit à Scarlett qu'il n'est pas un chien de compagnie qui serait heureux de recevoir des caresses sur la tête. C'est une réaction amusante. C'est une preuve suffisante pour que Scarlett sache exactement ce qui ne va pas. Elle dit qu'il y a un autre prince Julius derrière lui et le faux Julius se retourne. Disant à voix haute qu'il s'était assuré qu'il n'était pas là, Scarlett lui donne une tape derrière la tête et l'assomme, le forçant à retrouver sa forme originale de petit chiot. C'est une transformation inattendue. Elle reconnaît que le faux Julius était en fait Nanaka et comprend qu'il était contrôlé par le pouvoir de Teren. Elle le prend dans ses bras, heureuse qu'il soit enfin revenu vers elle, même s'il était en danger il y a un instant, c'est un soulagement. Peu après, Nanaka reprend conscience sur les genoux de Scarlett alors qu'ils voyagent en calèche. Il se demande ce qui se passe quand il entend la voix de Scarlett et s'excuse immédiatement d'avoir échoué sa mission, avec un air contrit. Il commence à lui parler des Palméens qui travaillent avec leur pays ennemi, mais Scarlett lui demande de se calmer car elle est déjà au courant. Elle révèle qu'ils vont assister à une réunion stratégique pour faire face aux ennemis du royaume de Palestine, et Scarlett est vraiment excitée en pensant à toutes les personnes qu'elle pourra frapper pendant la guerre, c'est une perspective réjouissante pour elle. Bientôt, la réunion stratégique commence, et Julius explique comment le royaume de Palestine est entouré de nations puissantes de tous les côtés. Il y a Falconia au nord, Elrond à l'ouest, Vanquished à l'est et Lindbergh au sud, une situation géographique complexe. Scarlett sait que toutes ces nations sont plus fortes que la Palestine, mais elles se sont toujours tenues en échec mutuellement. Julius fait remarquer qu'au moment où le cristal de purification a été brisé, Falconia et Elran leur ont déclaré la guerre, et une immense horde de monstres a également envahi leur territoire à cause de cela. C'est une série d'événements tragiques. Il révèle qu'il y a environ 50 000 monstres dans la horde, et Pargaras dit que toute l'armée royale sera nécessaire pour les combattre. Julius révèle que les monstres se dirigent directement vers la capitale, sans prendre de détour, et on a presque l'impression que quelqu'un les guide, c'est très suspect. Falconia et Elrond ont leurs armées stationnées à la frontière, mais heureusement, elles n'ont pas encore attaqué. Scarlett croit qu'elles attendent que l'armée palestinienne gaspille son énergie à combattre les monstres, afin de pouvoir les attaquer lorsqu'ils seront déjà affaiblis. C'est une stratégie perfide. Tout le monde se sent découragé en entendant cela, mais Julius leur dit alors qu'il a aussi de bonnes nouvelles. Il révèle que l'autre jour, une certaine faction l'a contacté et qu'elle voulait aider la Palestine pour la mettre sous sa dette, une proposition intéressante. Il fait venir le prince Hal et son assistant Jean, révélant qu'ils ont suggéré de former une alliance entre la Palestine et Vanquish. Tout le monde est choqué de voir cela.
et Léo proteste immédiatement contre la décision de s'allier avec le gars qui a incité Godwyn et a failli détruire leur royaume de l'intérieur. C'est une trahison. D'autres personnes présentes à la réunion sont d'accord avec Léo et disent à Julius de reconsidérer sa décision, puis Scarlett décide de donner son avis. Elle affirme qu'elle est convaincue que Julius a pris cette décision après avoir soigneusement réfléchi à tous les avantages et les risques, mais que tous ceux qui étaient présents lors de l'incident où Hal a nui à leur royaume ne pourront pas l'accepter comme allié, c'est une évidence. Elle lui demande la raison pour laquelle il a accepté cette alliance, juste au moment où Hal s'assied à côté d'elle et lui fait un clin d'œil. La laissant furieuse, Julius prend enfin la parole, disant qu'il comprend les préoccupations et les sentiments de toutes les personnes présentes ici, mais qu'il ne peut pas refuser l'offre de devenir des alliés avec l'Empire Vanquish, c'est une décision difficile. Hal déclare soudain qu'il y a un petit malentendu ici, car l'Empire vainqueur ne va absolument pas soutenir la Palestine, et c'est uniquement lui, personnellement, qui va les aider. Il se met à rire, demandant s'ils sont assez stupides pour croire que l'Empire vainqueur enverra toute son armée pour les épauler. Sigurd est furieux et tire son épée, mais Julius lui dit d'écouter ce qu'Hal a à dire avant de le supprimer. Scarlett, cependant, n'est pas aussi patiente, et elle enfile immédiatement ses gantelets pour renfoncer la tête d'Hal dans le sol sans plus attendre. Tout le monde panique en voyant cela, pensant que leur allié est mort. Mais Jean dit alors à tous qu'il s'attendait à ce que le prince gâche tout. Il était donc venu préparé pour être le négociateur principal. Il explique que l'Empire vainqueur n'a pas de système héréditaire pour la succession au trône. Au lieu de cela, le guerrier le plus fort de chaque génération devient l'empereur, et il y a une bagarre sanglante pour déterminer qui héritera du trône. Hal sort soudain sa tête du sol, révélant qu'il ne perdra face à personne dans un combat, en 1 contre 1. Mais la bataille pour le trône est bien plus complexe que cela. Hal affirme qu'il pourrait même y avoir une guerre pour déterminer le prochain empereur, et Julius comprend enfin ses motivations. Il demande à Hal s'il les aide, afin qu'il puisse le soutenir lorsqu'il briguera le trône. Le prince roux affirme, et Julius remarque que même si ses intentions sont claires, il n'est pas assez fort pour aider la Palestine contre tous les ennemis auxquels elle fait face. Hal répond qu'il n'est pas seul, et à ce moment précis, un soldat se précipite à l'intérieur pour dire à Julius que des milliers de dragons ont envahi le ciel au-dessus de leur capitale. Hal dit à tout le monde de se détendre, car ce sont les dragons ciel rouge, le meilleur escadron d'élite de chevaucheurs de dragons de l'Empire vainqueur, et ils sont sous son commandement. Il déclare qu'ils peuvent facilement anéantir l'armée de 50 000 monstres, et tout le monde retrouve soudain espoir, car ils savent que les dragons ciel rouge sont la meilleure force aérienne de tout le continent. Julius demande à Hal s'il est confiant que son escadron peut affronter les monstres seuls, et il répond qu'ils combattent quotidiennement des monstres féroces venant du continent démoniaque. Ils ne sont donc pas faibles comme les soldats de Palestine, qui vivent en sécurité derrière une barrière. Julius convient que leurs soldats ne sont pas assez forts pour affronter les monstres, car les monstres sont trop stupides pour négocier. Cependant, lorsqu'il s'agit de nations ennemies leur déclarant la guerre, l'armée agit comme un atout de négociation, et en l'utilisant, Julius prévoit de mettre fin à la guerre sans combattre du tout. Hal demande s'il compte discuter avec les 3 voisins restants, et Julius répond qu'il a déjà envoyé une lettre à Lindbergh, et ils lui ont dit qu'ils allaient seulement observer la guerre cette fois-ci. Quant aux 2 autres nations, Julius demande à Hal s'il a des informations qui pourraient leur les aider. Hal réalise que Julius a remarqué que les dragons ciel rouge ont fait un détour et sont venus du nord pour recueillir des renseignements, et il est impressionné par son calme même dans cette situation de guerre. Cependant, Julius révèle que c'est Jean qui lui en a parlé. Hal est choqué d'entendre cela, et Jean répond qu'il savait qu'Hal serait un idiot optimiste, alors il a posé les bases nécessaires pour que l'alliance fonctionne. Il a partagé l'information avec Julius pour gagner sa confiance, et Hal pense que c'était une bonne idée. Nanaka chuchote à Scarlett qu'Hal ne se fâche pas. Même quand ses subordonnés se comportent mal, il doit donc être un chef bienveillant, mais elle pense qu'il n'est qu'un imbécile. Hal se lève soudain, révélant qu'ils ont vu l'armée de Falconia dans les forêts au nord, et qu'ils avaient des elfes et des hommes bêtes, mais leurs effectifs sont faibles. Il dit que cela semblait trop petit pour être une armée principale, et trop grand pour être une équipe de reconnaissance, et conclut son rapport ainsi. Julius commence à analyser l'information, ainsi que le fait que Falconia n'a jamais tenté d'étendre son territoire. Il est sûr qu'une force extérieure les incite à envahir la Palestine, et cela signifie qu'on peut les raisonner assez facilement. Il estime que s'ils convainquent Falconia de se retirer, la situation changera rapidement, et ils pourront alors négocier avec Elrond aussi. Il commence ensuite à se demander qui envoyer à Falconia pour négocier, et regarde Dios, disant qu'il est un demi-elfe et très doué pour s'infiltrer dans le camp ennemi. Nanaka se porte également volontaire pour l'accompagner, car certains membres de sa famille pourraient aussi être dans cette armée. Il dit que les hommes bêtes n'aiment pas se battre, il pourra donc les convaincre de se retirer. Julius est d'accord avec lui et déclare que Dios et Nanaka iront à l'armée de Falconia pour négocier. La réunion se termine ainsi, et bientôt, Scarlett trouve Dios et Nanaka en train de se disputer pour savoir s'il faut approcher l'ennemi par l'est ou par l'ouest. Scarlett les ignore et va voir Sigurd, qui briefe une escouade de chevaliers qui iront en première ligne pour être prêts au cas où l'armée d'Elrond les attaquerait.
Scarlett parvient à les charmer avec sa beauté et son élégance, et les chevaliers jurent sur leurs épées qu'ils protégeront leur royaume à tout prix. Scarlett répond qu'elle jure aussi sur ses poings qu'elle protégera le royaume. Sur ce, elle monte sur son dragon de compagnie Rex et survole l'armée, donnant une crise de panique à Léo tandis que Julius lui fait simplement un signe de la main. Scarlett atteint bientôt le camp des dragons ciel rouges et 2 gardes se précipitent immédiatement pour l'appréhender. Scarlett les salue calmement, se présente, puis demande à rencontrer le prince Hal. Les gardes sont stupéfaits en entendant son nom, car apparemment Scarlett est célèbre parmi eux, comme la fiancée infernale qu'Hal prévoit d'épouser. Elle est furieuse en entendant cela. Et ce sentiment ne fait qu'augmenter lorsque les gardes disent que le dragon était un cadeau de mariage. De juste à ce moment-là, Hal arrive, et Scarlett dit à Rex de le griller à point, car elle est agacée. Rex obéit à son ordre et frappe Hal avec un souffle de flamme, mais il n'est même pas ébranlé par cela, et ses soldats commencent à se réjouir de son audace. Quoi qu'il en soit, Hal ordonne à tout le monde de se préparer à combattre et dit à Scarlett qu'elle peut se déchaîner contre les monstres. Les chevaucheurs de dragons atteignent bientôt la horde de monstres et Scarlett choisit un groupe à frapper. Elle pense que les monstres ont l'air vraiment frappables et commence à danser tout en les tabassant. Hal arrive et lui demande si elle apprécie de combattre les monstres. Et Scarlett répond qu'ils ne se défendent pas beaucoup et qu'elle a frappé des gens avec des personnalités plus laides, donc ce n'est pas satisfaisant de cette façon non plus. Juste à ce moment-là, des chevaucheurs de dragons se précipitent vers leur position, disant à Hal qu'ils viennent de tomber sur un cochon géant qui a pris l'un d'eux en otage. Scarlett réalise qu'il y a encore une chance pour elle de satisfaire ses points, et Hal l'emmène à l'endroit où se trouve un groupe de petits cochons. Scarlett remercie d'abord le gros cochon d'être né pour que ses poings puissent le frapper, et il est furieux de cela. Il dit à Scarlett qu'il était un orc ordinaire, mais grâce aux bénédictions de la déesse Palmia, il est né de nouveau en tant que dieu orc. Il ordonne à ses sbires de faire sortir le chevaucheur de dragon qu'ils ont capturé afin qu'ils puissent en faire un exemple. Il dit ensuite à Scarlett que sa nourriture préférée est la femme humaine, et elle répond que, par coïncidence, sa viande préférée est le porc, et le cochon géant semble prêt à être attendri et cuit. L'orc l'attaque en premier, mais Scarlett utilise son pouvoir de manipulation du temps pour le frapper avant qu'il ne puisse l'atteindre. Elle fait exploser la tête de l'orc d'un seul coup de poing, et tout le monde est horrifié. Mais Scarlett est sûre que le monstre n'est pas encore mort. Elle a raison car la tête de l'orc apparaît au milieu de sa poitrine et il déclare qu'il peut déplacer sa tête n'importe où dans son corps. Scarlett décide de jouer au tap-top avec lui, elle le frappe rapidement sur tout le corps, mais l'orc déplace sa tête, lui disant que ses coups C8 points sont inutiles car son épaisse couche de graisse le protège de tous les dégâts. Il ramène ensuite sa tête à sa position normale pour lui cracher de l'acide. Mais Rex vient aider Scarlett et tord la tête de l'orc à 180 degrés, de sorte qu'il crache sur ses sbires. Malgré cela, l'orc est confiant que les coups taureaux de poing de Scarlett ne l'affecteront pas. Quand soudain, son corps commence à gonfler de l'intérieur, il ne comprend pas ce qui se passe. Alors Scarlett explique qu'elle a ralenti le temps et l'a frappé des centaines de fois au même endroit afin que l'énergie de ses coups le cuise vivant. Sur ce, le plein effet des coups de poing de Scarlett frappe le chef orc et il meurt d'une mort misérable qui effraie ses sbires et les fait fuir. Les chevaucheurs de dragons deviennent ses fans à cause de cela, mais Scarlett ne veut pas leur attention. Soudain, un esprit du vent l'approche, et elle entend Dios parler à travers lui, lui disant que les choses ne se présentent pas bien de leur côté et qu'ils ne